On démarre du coup quand on veut, on est en ligne, on peut commencer. Donc bonsoir à tous, merci d'être là pour ce séminaire Usage et ambiance pour habiter, la séance numéro 54, c'est la 54e session de ce séminaire créé en 2012. Et puis c'est une des séances depuis la 48, donc ça nous fait 7e séance sur la question de prendre soin. On l'a appelé comme ça, entre la fin 2020 et toute l'année 2021. C'est l'avant-dernière, puisqu'on va terminer le cycle la fois prochaine, le 16 décembre, si je ne dis pas de bêtises, avec l'intervention des membres du LABA, le laboratoire accueil et hospitalité du GHU Sainte-Anne, l'équipe qui viendra nous parler de ces travaux, en l'occurrence Marie Coirier et Karine Delanoë. Et donc ce soir, on continue ce cycle donc, qui a commencé... en fait, avec une intervention de Manolita, c'était en novembre dernier, en octobre 2020, avec Manolita Filippi et Emanuela Febraro, étudiante et jeune diplômée de Camondo, autour de la question de peut-on repenser l'espace carcéral, qui était la première séance consacrée à cette notion de prendre soin. Puis nous avons vu et entendu 3 étudiants de la promo 2021, Charlotte Aubigeon, Fanny Clarté et Jonathan Dalphin, qui ont travaillé, qui nous ont présenté leurs travaux de mémoire, 3 approches du soin et de la santé, mémoire de diplôme 2021. Nous avons invité aussi Barbara Bay, qui avait intitulé son intervention « Une lampe allumée derrière la fenêtre », veille au cœur secret de la nuit, autour de la question du care. Laure Wormser, qui était intervenue à propos de son travail d'architecte d'intérieur, de conceptrice, particulièrement d'établissements médico-sociaux et des EHPAD principalement. Nous avons entendu aussi Donato Severo, qui nous a parlé d'architecture et psychiatrie, ce qui me permet de rappeler que tout ça est né aussi d'une activité de l'école au sein d'une chaire partenariale que nous avons construite avec l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine, la PHP, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, la fondation de la PHP et le ministère de la Culture, une chaire de recherche et d'enseignement autour de l'architecture, le design et la santé, dont les travaux vont commencer quand cessera la session et le cycle sur prendre soin du séminaire Usage et ambiance pour habiter, puisque la première séance du séminaire aura lieu le 19 janvier prochain au matin, c'est un mercredi, avec la première session de ce séminaire international qui va être porté par la chaire architecture, design et santé. Et puis, à la suite de Donato Severo, nous avons eu le plaisir d'écouter Sandra Logier, qui a présenté une conférence communication sur care, vulnérabilité et société, qui évidemment a été extrêmement enrichissante. Et à la suite de tout ça, j'ai demandé, et je les en remercie, à Manolita Filippi et Aurélien Fouillet de venir discuter ensemble de la question du care, de la question du soin, de la question de prendre soin, ce que je me suis permis d'appeler une conversation attentionnée. Manolita Filippi donc, est historienne de l'architecture, enseignante en culture des arts contemporains, méthodologie, en mémoire, de diplôme à l'école Camondo. Elle est chercheure associée au LEAV à l'ENSA de Versailles et coordinatrice du programme de recherche Prendre soin, un des programmes de recherche que mène le département de la recherche de l'école Camondo. Aurélien Fouillet, docteur en sociologie, mais aussi passé par la philosophie, chercheur associé au Centre de recherche en design, le CRD de l'ENS Paris-Saclay et l'ENSI Les Ateliers, co-responsable éditorial de la revue Société, membre du comité de rédaction des Cahiers européens de l'imaginaire, et puis coordinateur d'un autre programme de recherche de l'école Camondo, j'en suis aussi très fier, design, savoir-faire et imaginaire, de bien comprendre pour les étudiants qui sont là présents en masse, vous ne le voyez pas à l'écran, et ceux qui nous suivent à travers YouTube, c'est vraiment le début là d'une véritable politique de recherche de l'école Camondo, avec des programmes qui sont coordonnés par des chercheurs, des enseignants-chercheurs de l'école, et auxquels vont participer très largement les étudiants dans les années à venir, avec des sujets tous plus passionnants les uns que les autres, et qui devraient permettre de produire des connaissances autour de thématiques qui ont un lien
avec l'architecture intérieure, le design, pourquoi pas les arts plastiques, la scénographie, etc. C'est-à-dire toutes les disciplines que nous enseignons ici et auxquelles nous formons ici. Alors, cette séance, vous l'avez peut-être vu, l'annonce, comment illustrer une conversation autour du Caire, dire et penser le Caire. On est allé chercher, parce qu'on travaille aussi dans un autre programme de recherche, entre autres avec Manon Calbé, sur la question de l'histoire de l'école. Et donc, on est en train de faire émerger des archives. Et ce cours d'éveil dans une école maternelle qu'on n'avons pas identifié, mais qui est manifestement parisienne, 1974-75, c'est un peu mes obsessions actuelles pour l'enfance et l'éveil, mais cette idée effectivement du soin apporté aux autres. Alors, on parle du Caire. La fois dernière, Sandra Logier a ouvert finalement sa conférence et sa communication sur la question de la terminologie, rappelant d'ailleurs qu'on lui avait reproché d'employer ce terme anglo-saxon. Et peut-être que pour commencer, puisque le principe va être effectivement pour moi de faire un peu le clown blanc, c'est-à-dire de relancer nos deux orateurs, c'est-à-dire voilà, première question qu'on va se poser ce soir et qu'on va essayer d'explorer, c'est la question de la langue, des mots, du sens. Le Caire est présenté comme traduit en français le soin. Je regarde ici une étudiante qui est anglo-saxonne, qui en parlait à l'instant. La question des mots et la question de la traduction d'une langue à l'autre, si on le traduit littéralement, c'est le soin, mais en fait c'est un peu plus que le soin. Et on l'a déjà évoqué, mais j'aimerais peut-être que vous réagissiez. Alors l'un l'autre, peut-être. Manolita, je te passe le micro, puis après Aurélien rebondira. Oui, merci Alexis. Alors, c'est vrai que cette notion de care et ce terme anglo-saxon, Sandra Logier faisait la blague de « tu travailles sur le Caire, ah oui, la ville en Égypte ». J'ai eu la même blague, effectivement, quand j'ai annoncé à des collègues d'autres institutions que j'allais démarrer un électif à l'école Camondo sur le Caire, mais t'es jamais allé en Égypte, pourquoi tu me poses cette question, c'est bizarre. Ah oui, d'accord. Forcément, ce terme anglo-saxon est déjà un premier, comment dire, pour les détracteurs en tous les cas du Caire, et déjà peut-être, voilà, qu'est-ce que c'est que ce terme anglo-saxon qu'on utilise en français? Pourquoi on n'utiliserait pas un terme français, hein? Ça peut se comprendre. Alors, c'est vrai que quand on traduit en français, du coup, prendre soin, le soin pose quand même cette question de est-ce qu'on est en train de parler de la santé ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Alors, c'est vrai que on va dire, en tous les cas, toute la communauté des philosophes qui parlent du Caire sont passés déjà par des ouvrages qui sont en anglais. Et en fait, il y a un décalage énorme. Par exemple, Carol Gilligan, quand elle écrit en fait sur le Caire, on est en 1982, une voix différente, different voice, 1982, et c'est traduit dans les années 2000 en France. Donc c'est quand même un décalage immense. Alors, il y a une chercheuse qui est vraiment intéressante, qui produit en ce moment beaucoup de réflexions sur le Caire, qui est Emma Döling, qui est professeure à l'université de Vienne en Autriche et qui est sociologue dans les changements sociétaux, et qui travaille sur le Caire déjà depuis longtemps. Et elle revient d'ailleurs régulièrement sur l'étymologie du terme Caire. Moi, j'avais découvert en fait cette femme à travers une exposition qui avait lieu en 2019 à la ferme du Buisson à Noisiel, oui, le long du RER A, Noisiel, la ferme du Buisson, où il y avait eu une très belle expo, Take Care, qui était issue en fait d'un projet transdisciplinaire qui avait engagé une centaine d'artistes, de chercheurs, d'activistes, de militants à l'université de Toronto au Canada. Et en fait, j'avais emmené les étudiants de prépa à l'époque, en 2019. Ça me paraît très lointain avec toute l'histoire de plus pouvoir aller voir des expos, mais ils avaient été ravis en fait et en même temps très déstabilisés par les propositions artistiques qui parlaient de la fin de vie dans un EHPAD, qui parlaient des nurses au Canada, Philippines, qui parlaient de sujets pas évidents. Et qui avait été un peu déstabilisé du travail, par exemple, invisible des femmes.
Et c'est vrai que j'avais déjà compris qu'il y avait une sorte de gap énorme, en fait, en fait, voilà, la réception par moi-même, hein, et encore plus par les étudiants, était un peu... C'est intéressant, mais c'est quand même bizarre de quoi on est en train de parler. Hein. Il y avait des propositions sur est-ce qu'on peut prendre soin en milieu carcéral, hein. Et donc là, effectivement, c'est pas simplement intellectuel ce qui m'a donné envie de travailler sur le care, ni même un effet de mode, une tendance, hein, comme on va parler de l'écologie, du green. C'est pas du care washing, hein, c'est ça que je veux dire. C'est que j'ai une partie de ma vie professionnelle qui est tournée en fait vers des jardins thérapeutiques pour lesquels en fait je me suis formée et engagée, et j'ai eu en fait une sorte de hasard de la vie a fait que j'ai pu l'engager en milieu carcéral. Et donc c'est vrai que ça m'a obligée dans ma pratique à me poser des questions. Et en fait, j'étais pas très à l'aise. Enfin, je dois le dire, je me disais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Les gens te disent, bah, c'est gentil de s'occuper des prisonniers, mais tu sais, il y a plein d'autres gens, hein, dont il faut s'occuper. Et puis, ce serait pas un truc un peu catho de gauche. Enfin, il y avait toujours des choses un peu étranges, hein, autour de ce que j'étais en train de faire. Moi, j'en étais convaincue parce que j'étais dans la pratique et je savais que ce que je faisais, en fait, ça avait du sens. Parce qu'en fait, j'étais dans une relation un peu hors norme, hein, avec des détenus, mais qui, d'une certaine manière, m'ont appris à devenir ce qu'on dit en anglais caregiver, hein, c'est-à-dire un donneur de soins. On ne sait même pas très bien le traduire en français, un caregiver. Et de comprendre que j'avais en face de moi des détenus qui étaient des care receivers, des receveurs du care. Ce qui n'est pas sans ambiguïté, sans dilemme, sans être quand même un peu perturbé parce que ce n'est pas naturel. Alors je reviens à Emma Dölling, cette sociologue de l'université de Vienne, qui parle en fait de l'étymologie en anglais du mot care, et qui explique que care en fait vient du vieil anglais, et ça se dit caru, C-A-R-U en français. Je ne sais pas si je le dis bien en vieux français, en vieil anglais, sûrement pas, mais en tous les cas, cet ancien anglais, il désigne en fait le souci, la peine, l'anxiété, le poids de l'esprit, c'est-à-dire quelque chose qui inquiète, qui soucie. Et c'est pour ça en fait que ça a été traduit souvent par le souci de l'autre, la notion de care, hein. Le souci de l'autre, c'est parce que c'est l'étymologie du terme qui est beaucoup plus vaste que celui de la santé. Et quand j'ai recherché dans la bibliographie française, on se rend compte que finalement, quelqu'un comme Jean-Philippe Pierron, qui est professeur de philosophie à l'Université de Lyon, travaille sur le monde des soignants, de la santé, hein. Il a écrit un livre là-dessus qui est vraiment un ensemble en fait d'articles sur le monde du travail et autour du monde des soignants en particulier. C'est-à-dire que les caretakers, enfin ceux qui vont donner le soin, apporter le soin, sont aussi, eux, à prendre en compte dans la notion de soin. Eux aussi ont besoin de soins, entre guillemets. Et la crise sanitaire hospitalière, pas simplement le Covid-19, mais l'impact sur le milieu soignant, c'est-à-dire hospitalier, hein, de la santé au sens qu'on l'entend en français, montre bien en fait, hein, que oui, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants ont besoin aussi de soins, de care. Alors pas simplement, on va peut-être en reparler, d'empathie et de compassion, mais peut-être de bien d'autres choses de notre part. Et donc, cette étymologie, moi, ça m'aide beaucoup, en fait, à peut-être expliciter comment on peut élargir cette dimension du soin. Parce qu'effectivement, on sait qu'en anglais, il y a care d'un côté et il y a cure, c'est-à-dire, nous, on le comprend en latin, curatif, d'accord ? Cura, c'est le latin, et c'est vraiment soigner au sens... tu es dans un état pathologique, tu as une maladie et on va te sortir, hein, c'est le serment d'Hippocrate, chercher à te remettre dans l'élan vital, hein, et non pas d'aller vers un état de morbidité, hein, vers la mort. Je voudrais dire aussi que du coup, quand j'ai commencé cet électif, ça a ouvert aussi une autre boîte de Pandore, c'est-à-dire attention à tous ceux qui pensent que tout ça ne vient que
d'un monde en fait intellectuel américain, il y a tous ces classiques de la philosophie du soin qui sont dans notre sphère européenne, hein, académique. Parler par exemple de Canguilhem, bien évidemment, le normal et le pathologique. C'est qu'est-ce que c'est en fait que être malade. Et Canguilhem a ouvert quelque chose de, enfin une perspective philosophique mais aussi éthique, hein, sur cette notion d'allure de vie, c'est-à-dire que oui, on peut vivre avec effectivement un handicap, une maladie, l'âge, vieillesse, mais aussi quand on est petit enfant, de montrer que finalement on doit accepter d'une certaine manière une allure de vie, qu'on ne peut pas courir tout le temps, être tout le temps, c'est un peu une injonction actuelle, hein, beau, jeune, éternel, toujours joyeux, toujours en forme, qui est une injonction dans la culture du care aussi à l'américaine, entre guillemets, si je puis me permettre. Il y a de nombreuses satires en fait, hein, du care, puisque en fait il y a un film via Netflix que j'avais proposé aux étudiants et ça les a un petit peu parfois déroutés, I Care a Lot, qui décrit une prédatrice du care, c'est-à-dire elle va chercher des vieilles personnes pour les faire vite entrer dans une clinique, un EHPAD, mais à l'américaine, c'est-à-dire une institution privée qui coûte très très cher. Et elle va les déposséder complètement de leur fortune. Et elle a un tableau de chasse dans son bureau où elle dit « celui-là, je le veux ». C'est absolument terrible et cynique, mais ça dit quelque chose parfois de l'excès en fait, du care dans une dimension de ce que, par exemple, une sociologue américaine, Harley Hochschild, hein, dont a parlé Sandra Laugier, parle de capitalisme des sentiments, du capitalisme émotionnel, c'est-à-dire d'une forme de marchandisation du bon sentiment, de l'empathie, de la compassion. On peut avoir un bien, un service, comme un coach de l'amour, un organisateur de la plus belle fête d'anniversaire pour son enfant, de la meilleure amie pour une personne âgée, isolée. Enfin, on voit qu'on peut marchandiser le sentiment. Et c'est là aussi où certainement cette culture du care certainement brouille un peu les cartes et parfois en fait donne lieu, je pense, à une sorte de... ça peut hérisser le poil en fait, hein. Ça peut donner l'impression que cette histoire de care, c'est que des bons sentiments, c'est Burke. Donc c'est vrai qu'il faut revenir à ce dont on parle, hein, des mots, à l'étymologie elle-même, et ça, je pense qu'on est tous d'accord que le sens des mots, hein, la langue, c'est très important d'être d'accord, ou en tous les cas d'expliciter ce dont on est en train de parler. C'est pas une pub en fait, hein. Care, c'est pas un logo quoi. Care machin, voilà. Care proof, care. Enfin, il faut faire attention. C'est beaucoup plus complexe en réalité. C'est même très complexe. Et effectivement, quand je reviens à cette étymologie de carou, hein, de la peine, du souci, de quelque chose qui peut-être est une émotion qui n'est pas très positive, c'est qu'à l'inverse, en anglais, il y a la notion de carefree, c'est-à-dire ne pas être inquiet. En fait, tout va bien pour toi, tu nages dans le bonheur absolu, tu n'as pas de souci à te faire. Et il y a l'expression anglaise « I don't care », c'est-à-dire « je m'en fiche ». Je ne suis pas concernée. Et c'est vrai que il faut apprécier cette langue anglo-saxonne et comprendre ces expressions un peu idiomatiques pour peut-être que nous, Européens, avant de les traduire ou de vouloir en dire quelque chose, on puisse déjà finalement avoir ces éléments, hein, de langage pour pouvoir commencer à en parler. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Donc c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là, finalement, qu'on peut commencer à peut-être parler d'éthique, de morale et donc de philosophie, mais aussi comment ça se passe avec nos domaines de prédilection à l'école Camondo, c'est-à-dire du design, de l'archi d'intérieur. J'ai déjà trop parlé. Merci Madame Lita. Je sais pas, Aurélien. Oui, d'abord je souscris à tout ce qu'a dit Madolita. Et après, oui, je sais pas si c'est vraiment une polémique d'ailleurs, que ce soit un terme anglo-saxon, mais en fait le problème c'est pas le terme care, c'est l'hégémonie de la langue anglaise.
qui est d'ailleurs plus une langue, qui est une langue véhiculaire, qui est plus, c'est plus de l'anglais en fait. C'est-à-dire que ce que tu décris sur la marchandisation des sentiments, c'est parce qu'en fait justement, Caire c'est devenu un véhicule de tout un tas de trucs, alors de choses philosophiques, de recherche-action, de pratiques souhaitables, et puis bah, c'est devenu aussi un slogan publicitaire, un slogan marketing, etc., etc. Et en fait, ça c'est, enfin, en tout cas moi c'est quelque chose que j'observe pas que sur le terme Caire, c'est-à-dire quand tu parles de l'universitaire viennoise qui étudie l'étymologie du terme care en anglais, est-ce que son article, elle l'a écrit en allemand? C'est ça la question, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve triste, et d'autant plus quand on parle du care, c'est que, en fait, prendre soin des langues, c'est prendre soin des modes de pensée. Et on pense pas de la même manière en italien, en allemand, en français, en anglais, en guatémaltèque, etc., en inuit. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose, en tout cas moi, qui m'interpelle dans la recherche, c'est que une publication en anglais, bah, c'est mieux qu'une publication en français, en italien, en allemand, etc., etc. Et d'où qu'on vienne, hein, d'ailleurs, c'est pas voilà. Et donc moi, c'est plutôt voilà, la polémique pour moi, elle est plutôt là, c'est-à-dire si on n'utilise que des termes anglo-saxons, bah, finalement, on appauvrit la réflexion collective. C'est simplement ça. Donc, moi, j'ai pas de polémique justement sur le care ou pas le care, enfin anglais ou pas anglais, à condition que, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que ce soit la langue anglaise qu'on étudie et qu'on comprenne du coup les expressions anglaises, qu'on comprenne la culture en fait qui est véhiculée par l'expression care. Et c'est vrai que en plus l'anglais a ça que le français n'a pas, c'est-à-dire c'est une langue d'action, c'est une langue verbale. Donc et tu l'as bien dit, c'est-à-dire que traduire care par soin, en fait on perd le registre de care, c'est faire quelque chose. C'est pas juste le soin. En tout cas, c'est une acception plus large. Après, le français a des qualités que l'anglais n'a pas, comme la périphrase, qui permet de, voilà, plutôt que de dire care, on va écrire 25 lignes sur toutes les occurrences de ce que c'est que prendre soin. Voilà. Et c'est intéressant aussi, en fait, c'est une autre approche théorique et même pratique du care. C'est peut-être une parenthèse, mais je vois en ce moment, j'ai une étudiante en mémoire qui était un peu angoissée parce que son mémoire n'est pas structuré comme une dissertation, quoi, pour le dire simplement. Et en fait, elle prend un thème et puis elle tourne autour. Et donc, elle le prend à chaque fois par différents côtés. Il y a un truc itératif. Et justement, je pense que en fait, de privilégier une seule langue, bah, ça empêche ces itérations qui sont en fait par ce par quoi on atteint la complexité, la subtilité, la finesse, voilà. Et puis, enfin, voilà. Et puis oui, alors c'est intéressant cette étymologie qui renvoie le carou, enfin le care, carou au souci. Parce que dans la philosophie allemande, en plus, le souci, c'est un. Enfin, je veux dire, Heidegger, enfin, il y a toute une tradition de ce que c'est que le souci, l'angoisse, l'attention, en fait, au monde. Voilà, moi, je sais que dans mes jeunes années d'étudiant en philosophie, j'avais été très marqué par un texte d'Heidegger où il dit, bah, en fait, le philosophe, c'est quelqu'un qui se confronte à l'angoisse. Et en fait, c'est avec l'idée que c'est dans la disparition de l'être qu'on voit l'être apparaître. Et en fait, c'est parce que les choses disparaissent qu'on s'y rend attentif. On pourrait le reformuler comme ça. Et donc peut-être que justement, il y a d'autres traditions linguistiques, enfin pas que linguistiques, mais aussi culturelles, qui viennent nourrir justement cette philosophie du care. Et évidemment que des gens comme Sandra Logier, pour citer qu'elle, parce qu'elle est venue, elle connaît tout ça. Donc ça n'a pas disparu de la recherche sur le care, bien au contraire. Mais c'est vrai que du coup, l'emploi du terme anglo-saxon a parfois tendance peut-être à être un outil un peu de simplification ou une sorte de moyenne linguistique, qui efface des spécificités. Et, euh, et tu l'as dit d'une certaine manière aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas un care. En fait, il y a des cultures du care. Il y a certainement une multiplicité de care
le Caire anglo-saxon est certainement pas le même que le latin, enfin, avec toutes les précautions qu'on peut prendre avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pratiques du Caire. Voilà ce que tu décrivais sur la série Netflix. Bah, ça correspond, voilà. Enfin, je sais pas si parmi vous il y en a qui sont déjà allés aux États-Unis ou. Mais voilà, enfin, quand on croise quelqu'un et que tout est merveilleux, qu'on est les plus grands amis du monde, bah, pour un Européen, c'est très déstabilisant. Enfin, genre, on fait pas ça à Paris. Ni peut-être à Rome, ni à Berlin d'ailleurs. Et du coup, ça témoigne aussi d'une façon de comprendre ce que c'est que le soin et l'attention à l'autre, qui sont pas en fait exactement sur les mêmes registres, bah, selon qu'on est, encore une fois, états-unien, français, anglais, italien, etc. Et je pense que ça, c'est important aussi de le pointer. C'est-à-dire que en fait, dans le questionnement sur le mot, bah voilà, il y a toutes ces choses-là finalement qu'on peut venir interroger d'une façon ou d'une autre. Oui, je voulais même peut-être ajouter, Aurélien, que entièrement d'accord. Du coup, je m'étais dit, mais attends, est-ce que ça marche dans les autres langues? Par exemple, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et en effet, il y a deux termes. Enfin, il y a la santé en allemand, par exemple, parce que j'aime cette langue, je l'ai pratiquée. Il y a Gesundheit, c'est être sain, enfin, de corps et d'esprit, et il y a Pflege, il y a le soin. Et c'est pareil en espagnol, en italien, si tu regardes bien un dictionnaire historique, guérir, soigner, soin, il y a au moins 2-3 mots. C'est-à-dire que aussi notre langue, au-delà, tu vois, du côté, l'anglais qui devient l'espèce de langue commune et qui donc est susceptible d'appauvrir la pensée, il y a aussi nos propres langues en fait qui se sont aussi parfois simplifiées ou qui n'ont perdu leur richesse en fait de langage, hein. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus qu'un mot alors qu'en fait il y en a bien d'autres. Donc ça c'est évident. Alors effectivement, je pense que si tu veux là, je comprends cette pensée de dire attention, il y a des différentes cultures et est-ce qu'on n'est pas est-ce que cette langue américaine, cette culture américaine, c'est pas une forme de je sais pas comment dire, d'impérialisme, c'est ça, qui recouvrirait, c'est ça que tu signifies ou non, enfin c'est même pas une sorte d'impérialisme. Je veux dire, il y a un effet de système. C'est pas lié à la culture américaine en particulier. C'est plutôt le fait que justement il y a une multiplicité de façons de prendre soin qui n'est pas épuisée ni par la langue, ni par la culture d'origine, si je puis dire, du concept de care. Voilà. Et en fait, c'est juste un point d'alerte pour les étudiants que ça intéresse. C'est-à-dire lire des publications en anglais, c'est super, et il faut le faire. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Voilà. Mais c'est important aussi de lire, comme tu l'as dit, c'est-à-dire il y a des textes qui ont été écrits en 80 et qui ont été traduits en 2000. Bah, c'est vrai aussi pour des textes en allemand, en italien, en espagnol, dans tout un tas de langues. Et en fait, c'est des pensées qui sont aussi riches et aussi intéressantes. C'est juste ce point d'attention-là, mais c'est pas... encore une fois, c'est pas une polémique, en fait. Oui, non, merci Aurélien. Je voulais juste soulever ce petit doute. C'est juste que peut-être aussi que c'est important aussi de rappeler effectivement que des femmes comme Carol Gilligan ou Joan Tronto, qui ont porté dans les universités, dans les milieux académiques, en psychologie, en philosophie, en sociologie, la notion de care. Par exemple, Carol Gilligan, quand elle écrit A Different Voice en 1982, c'est aussi pour porter le travail invisible en fait des fameux care workers, c'est-à-dire les travailleurs du care, et qu'elle associe évidemment à ce qu'on appelle des minorités ou genrées ou ethniques ou même les deux, mon capitaine. Voilà. Et qu'en fait en 1982, dans un contexte nord-américain, il y avait une problématique aussi face au travail invisible, au travail sous-payé. Alors bon, on a toujours l'impression qu'on est très différent des Américains. Hein, bon, voilà. Là, c'est bon, on peut quand même réfléchir aussi là-dessus. Mais en tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est une affaire forcément de contexte.
et forcément, à un moment donné, d'un engagement face à la société, face au monde. Et peut-être que, tu vois, Emma Dolin qui écrit effectivement en anglais, et là, elle a sorti un bouquin qui d'ailleurs n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle Care Crisis, hein, la crise du care. On voit bien que si elle écrivait en allemand, en fait, tu vois, no chance, tu vois, no way de pouvoir Oui, mais trouver justement, moi je trouve des qu'il y a sorties. un combat à mener là-dessus. C'est-à-dire, Oui, bien sûr. et bien sûr, justement bien sûr. dans une perspective qui tient compte de tout un Des tas d'enjeux spécificités, bien sûr. soulevés par le Bien CAIR. sûr, bien sûr. Et tous les Ouais. étudiants et les chercheurs qui nous écoutent de par le monde, voilà, c'est important de défendre sa langue maternelle parce que c'est la langue dans laquelle on pense en fait. Oui, tout à fait. Et Dans donc, laquelle on vit. et dans laquelle on vit. Et en fait, il y a beaucoup de, enfin, et je le vis moi-même quand je publie en anglais. C'est-à-dire, en fait, je simplifie ma pensée parce que c'est pas ma langue maternelle, même si je peux bien parler ou bien écrire l'anglais. Bah, en fait, c'est pas la même chose. Et en fait, c'est juste ça en fait que je trouve ici intéressant de noter, non pas sur la notion elle-même, ni sur une critique de la pensée américaine, pas du tout. Je veux dire, il y a plein de choses passionnantes dans la pensée et la recherche américaine. Mais plutôt, voilà, un point d'intention, c'est en fait, une langue, elle vit à partir du moment où elle est utilisée, et il n'y a pas de raison en fait qu'on n'utilise pas les langues dans lesquelles on a appris à penser, à lire, à écrire, à réfléchir. Voilà. Prendre le micro. Ça marche encore. Prendre le micro 2 minutes. Merci pour ce démarrage. Alors, en off, on se disait le Caire est joyeux, donc là maintenant, ça y est, on est dans l'angoisse et le souci, donc, et l'inquiétude. On est dedans. Il ne faut pas confondre la joie et le bonheur. Tu sais, Clément Rosset disait le bonheur, c'est pour les désespérés. Exactement. Donc voilà. Une inquiétude joyeuse ce soir, le Caire. Je vous remercie aussi de mettre immédiatement la question sous un angle politique et critique, donc ça c'est fait. On est les deux pieds dedans, donc ça c'est plutôt intéressant, voire très intéressant, et je pense qu'on va y revenir dans quelques minutes. Je suis assez d'accord avec vous sur tout ce que vous dites à propos de la langue, hein, mais je pense que pour moi c'est vraiment par paresse généralisée, et c'est simple de se dire qu'une langue un peu vague et un peu dans l'action, un peu immédiate, pourtant qui peut être extrêmement belle par ailleurs, sert de véhicule international, mais le français a rempli ce rôle-là dans un autre temps et dans un autre monde. On le sait. Alors, avec tout ça, je vais rebondir sur ce que disait Manolita, parce que tu as parlé de marchandisation du sentiment à propos de cette série Netflix, mais finalement, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on vend du Caire, quoi. C'est-à-dire que ça devient presque un produit. Donc, si c'est un produit, ça veut dire que nous sommes face à quelque chose qui est effectivement conçu industriellement. S'il est conçu industriellement, c'est du design. Vous voyez où je veux en venir. Et donc, la question qui se pose autour de tout ça, c'est qu'on est dans une école de conception, on parle d'espace, on parle d'objets, on parle de mobilier. Au-delà de ça, pourquoi pas d'usage, de programmation, d'usage et d'ambiance. Tiens, c'est usage et ambiance pour habiter, c'est le nom du séminaire. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, est-ce qu'à un moment donné, la conception en architecture intérieure, en design, peut-elle prendre soin d'eux, peut-elle se soucier d'eux, peut-être faire attention à? Y a-t-il une forme de thérapeutique, voilà, existe-t-elle? Comment? Est-ce que ça peut favoriser l'attention à l'autre? Parce que effectivement, les choses, on a tendance à les autonomiser ou elles s'autonomisent parfois toutes seules, mais finalement, c'est bien une question de relations humaines. Et finalement, voilà, l'architecture et le design dans tout ça. Peut-être Aurélien, si tu veux bien commencer, on va faire un jeu de ping-pong après, parce que et peut-être avec ton expérience aussi, parce que évidemment tu es sociologue, philosophe, mais aussi. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, déjà en fait en t'écoutant, ça me faisait penser au pharmacone de Stigler. C'est-à-dire en fait la technique, c'est déjà à la fois un remède et un poison. Donc évidemment en fait dans les processus de fabrication par exemple il y a cette question qui est soulevée et d'autant plus voilà dans le contexte contemporain de rapport du GIEC, de toutes ces choses là où on voit bien comment la façon de fabriquer les objets, les espaces
a un impact sur les relations qu'on entretient avec les êtres, les choses, l'environnement, euh, la nature. Alors je dis la nature, mais je mets plein de guillemets parce que moi je sais pas ce que c'est la nature. Donc voilà, est-ce que la nature ça existe pas? Bon, c'est un autre débat. On fera un autre séminaire sur nature et culture, nature. Voilà, c'est pas le sujet. Mais oui, évidemment il y a un lien entre le care et entre le care et le design et entre le design et le soin. Euh, alors, Alexis gentiment introduisait ma pratique de l'ébénisterie et de la marqueterie. Effectivement, il y a déjà en fait, alors c'est une anecdote, mais qui pour moi est assez symptomatique quand il y a eu le premier confinement et qu'on faisait les cours en distanciel. Pendant mon cours de philo à Camondo, et c'est vrai aussi dans mon enseignement à l'ENSI, j'ai demandé aux étudiants que j'avais de l'autre côté du miroir, en fait, en quoi étaient faits les objets qui les entouraient. Et les réponses que j'ai eues, c'est en bois, en métal, en plastique, voilà. Mais dès qu'il s'agissait de savoir en quelle essence de bois, en quel type de métal, d'où ça pouvait venir, etc., en fait, silence radio. Et c'est vrai que moi j'étais assez étonné parce que, alors moi je suis pas designer de formation, hein, j'ai fait de philo, de sociaux, voilà. Puis après je me suis formé à un artisanat, mais je m'attendais à ce qu'en fait des étudiants en design et en architecture, en fait ils connaissent les matériaux qui sont amenés à mobiliser justement pour fabriquer des objets et des espaces. Et en fait non. Ou en tout cas ceux que j'avais devant moi, il ne faut pas généraliser non plus peut-être. Il y a certainement des profils voilà, d'étudiants qui sont plus intéressés par la matière, d'autres par d'autres choses. Mais en tout cas, c'est symptomatique de quelque chose et justement de cette société qu'on dit très matérialiste et qui finalement en fait se moque à peu près complètement de la matérialité des objets. C'est-à-dire que le bois, pour la plupart des gens, c'est le bois qui fait les étagères Billy de Ikea. C'est-à-dire c'est tout sauf du bois, c'est essentiellement de la colle et du plastique. Hein, il y a un petit peu de bois, mais vraiment juste pour la forme. Et en plus, je sais même pas quel bois ils peuvent mettre dedans. Je sais pas si j'ai envie de le savoir. Mais du coup, il y a déjà en fait dans l'attention portée à la matérialité des objets, pas simplement une attention à des questions techniques. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le bon matériau qui va répondre au bon contrat technique, au bon cahier des charges, etc. C'est une attention aussi, en fait, à tout ce qui est mobilisé par la fabrication de l'objet. C'est-à-dire, quand on fait une chaise en bois, en fait, on mobilise une forêt, par exemple. Et en fait, quand on mobilise une forêt, il y a tout un tas de trucs qui vivent dans la forêt, voire de gens qui vivent de cette forêt, etc., etc. Et donc, c'est pas innocent, en fait, de connaître ou de ne pas connaître ce qui est, j'allais dire réquisitionné par la fabrication d'un objet. Anna Tsing, dans Le champignon de la fin du monde, montre très bien, avec le Matsutake, en fait, les tissus de relations qui sont imbriqués dans un champignon que les Japonais aiment beaucoup manger. Récemment, une philosophe, Jeanne Guin, vient de publier un livre qui s'appelle Le consumérisme, où elle parle de tout un tas d'objets de consommation, donc les gobelets, le déodorant, les mouchoirs, les vitrines, et où elle montre aussi en fait, tout ce qui est mobilisé, imbriqué en fait, dans la production et l'imposition de ces objets de consommation à chacun d'entre nous. Et donc, si d'une certaine manière le designer ou l'architecte d'intérieur, il peut déjà avoir une sorte de prise de conscience sur le soin et le care, c'est déjà justement de se questionner sur qu'est-ce qui mobilise comme matériau pour construire, pour concevoir. Voilà. Déjà, avoir ça, c'est déjà se questionner sur la provenance, sur je sais pas, est-ce que c'est fabriqué de façon éthique, durable. Bon, ça, c'est le b.a.-ba. Mais il y a même des enjeux je veux dire, culturels. C'est-à-dire, je sais pas, pour parler d'artisanat, justement, quelqu'un qui fait de la laque végétale, en fait, il fait de la laque végétale. Il peut faire de la laque végétale au pistolet, ou il peut faire de la laque végétale comme il y a 4000 ans en Chine. Et c'est pas la même chose en fait. Et c'est pas la même chose parce que c'est inscrit dans une histoire, parce que c'est apprendre un savoir-faire, etc., etc. Et tout ça,
ça témoigne justement, à mon sens, d'une attention, d'un soin à tout un tas de choses. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et après, en fait, je pense que quand on est attentif à ça, d'abord, on n'a pas le même rapport aux objets. On n'entretient plus la même relation aux objets. Moi, ma formation en ébénisterie en marqueterie, encore une fois, moi, j'ai fait des études très abstraites. Et quand il a fallu que je fasse des tenons et des mortaises, ça m'a fait un peu bizarre, hein, je ne vous le cache pas. Voilà, surtout que à l'école, toute la géométrie que j'ai apprise, elle a été apprise de façon très abstraite. Et donc quand il s'agit de la mettre en pratique, des fois en fait on se dit ah mince, en fait ça rentre pas. Mais je comprends pas. Pourtant je l'avais bien décidé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je disais? Ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, la relation. Oui, voilà. Moi, l'apprentissage en fait de l'ébénisterie, ça m'a, d'une certaine manière, été un apprentissage de mon corps aussi, et de la perception que mon corps me permettait d'avoir du monde. Et je pense que une des attentions et justement une des choses que nous enseigne le Caire, c'est que les sentiments, les sensations dont parlait Madrilita tout à l'heure, en fait, ils passent aussi par là. Et je le rappelle souvent à mes étudiants, le roi Gourand, je trouve qu'une de ses plus grandes découvertes, c'est de nous dire que le langage, c'est pas un outil de communication, c'est un outil de représentation. Ça veut dire que justement, la communication, ça peut passer par la représentation, évidemment, mais ça peut passer par des milliers d'autres choses. Et du coup, en fait, être capable de sentir une surface au dixième de millimètre, connaître l'essence du bois, enfin voilà, être attentif à ces choses-là sans que ce soit en fait un truc voilà, de focalisation. Moi maintenant quand je touche une table, je me dis pas tiens, est-ce qu'il y a un défaut au dixième de millimètre? Mais en fait je le sens parce que j'ai appris, je l'ai incorporé. Et donc je pense que les designers, les architectes d'intérieur, il y a quelque chose dans leur positionnement, dans leur posture en fait de concepteur, qui doit en quelque sorte faire un quart de tour, enfin je sais pas comment on dit, mais tenir compte du fait que oui en fait les objets, la première appréhension qu'on a des objets c'est avec notre corps. Et notre corps il nous dit voilà tout un tas de choses sur l'attention qu'on peut avoir aux êtres et aux choses. J'étais un peu long mais... J'enlève mon masque. Ah, tu veux la poser tout de suite Vas-y, vas-y. La poser, c'est une question de Charlotte Poupon, ça vous étonnera, mais voilà. Charlotte qui est là et qui donc va recevoir le coucou, mais avec un petit différé, parce que là, je vois des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Enfin, nous vivons des choses qui n'ont pas encore eu lieu sur YouTube. Et donc, elle nous dit, et aussi une forme... Alors, a-t-on une forme de datation, nous demande-t-elle, de la première prise en compte du care dans un courant de design? Et elle dit éventuellement le Universal Design. Est-ce que c'est la première forme de... Voilà, est-ce que vous avez une idée ou une réponse là-dessus? Alors, merci à Charlotte de poser cette question. Alors, pour ma part, moi, Si on reprend la définition, par exemple, de Joan Toronto, qui explique que le care, c'est être attentif dans une relation à l'autre. Donc aussi, j'aime beaucoup ce que dit Aurélien, c'est de la pratique, c'est pas des idées, quoi. C'est incarné. Voilà, ce n'est que par la pratique. On parle du care, mais en fait... c'est la leçon de Socrate, tu te couches le soir, tu devais faire, tu pensais faire, mais qu'est-ce que tu as fait de ta journée, d'accord, c'est la vieille leçon socratique. Donc, je pense que quand Joan Toronto, elle parle de ce qu'elle care, d'être attentif à la relation, à être au monde, ce qu'elle dit, c'est pour rendre le monde habitable et donner la possibilité de manière universelle à tout un chacun de vivre le mieux possible. Alors, je suis désolée, ça fait proposition politique, mais on en est quand même bien là. Rendre le monde habitable en vivant le mieux possible. Telle est la définition de Joan Toronto du care. Pour moi, franchement, si je dois répondre à Charlotte, ça ressemble à l'histoire même du design.
de William Morris avec le mouvement Arts and Crafts, du Bauhaus avec Walter Gropius, et une femme, Hannes Meyer, directrice de l'école en 1928, avec Marianne Brandt, créatrice de la lampe Condem, de l'utilité sociale et démocratique du design dans la sphère domestique et publique. Les premières cuisines, la fameuse cuisine de Francfort, c'est quand même pour que la femme travaille, en fait, pour qu'elle ne soit pas scotchée à la domesticité du fourneau, pour qu'elle soit organisée et qu'elle aille plus vite, entre guillemets. Le design industriel, finalement, d'une certaine manière, si on veut être critique, c'est peu à peu adapté au marché industriel, créant finalement voilà, ce qu'on a appelé le désir sans fin. C'est Jean Baudrillard, c'est le système des objets. Voilà, on redéroule toute une histoire du design qui est fort bien enseignée à l'école Camondo. Donc c'est vrai que peut-être que pour répondre à Charlotte sans faire de provocation pour le coup, parce qu'elle va me dire ouais, Mano, bien joué quoi, mais bon voilà, est-ce que c'était une vraie réponse? Je dirais que à partir moi je le mettrais plutôt dans les années 1990 où en fait c'est quand le design devient un outil, on va dire, de co-conception avec les usagers. Enfin, c'est-à-dire, je pense qu'il y a aussi la posture, peut-être, qui est, à un moment donné, d'une posture quand même un peu d'artiste, quoi, un peu égo, je ne sais pas comment dire pour ne pas être déplaisante, mais d'être expert, de penser pour les autres, en fait, ce qu'est un outil, un usage, une table. Et en fait, je pense que c'est dans les années 90, je pense qu'on fait avec et pour les usagers. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que renaît peut-être une nouvelle branche du design avec des citoyens, des acteurs politiques, des fonctionnaires. Et si on veut le regarder d'un peu plus près, je pense que c'était un peu underground finalement dans les années 90. Et alors vraiment, là moi j'ai vraiment listé en bonne historienne toutes les dates qui manifestent en fait vraiment la création dans le monde du design. Par exemple en 2002 du Mind Lab. Qui est en fait l'ouverture d'un laboratoire expérimental de designers par l'État danois, au Danemark, pour réfléchir à la mutation du Danemark en tant qu'État, en tant que société. C'est quand même impressionnant. 2003, François Gégou à Bruxelles avec Strategic Design Scenario, qui va lui aussi faire des propositions tournées finalement vers le public, vers les espaces en commun. 2008, fondation de l'association La 27e Région par Stéphane Vincent. 2011, Studio Experimentele Design à Hambourg, qui a fait un festival l'été dernier à Berlin, dans l'équivalent du musée des arts décoratifs à Berlin, pour justement faire des propositions. Et c'est les étudiants qui sont en fait, entre guillemets, les mobilisateurs de ce lab, qui travaillent avec les habitants, les voisins autour de l'école, qui réfléchissent ensemble. Donc c'est aussi une posture, quoi, finalement, de travailler, je pense, en co-conception. Alors là encore, ça fait encore un peu comme une sorte d'écolabel. Enfin voilà, on fait avec, alors c'est génial, on fait du participatif. Et en fait, tout ça... je suis désolée de le dire, mais parfois est juste un élément de communication supplémentaire, quoi. Donc on a vu, bien sûr, les Sismo, que connaît Charlotte, la fabrique de l'hospitalité qui est venue ici. Enfin voilà, on voit que tout ça, en fait, c'est véritablement aussi une branche du design, peut-être qui cherche des alternatives, qui cherche à travailler autrement et qui pose la condition. Alors là, je vais mettre carrément un pavé dans la mare aussi sur les conditions de travail, non seulement de ceux qui fabriquent les objets, du bûcheron jusqu'à celui qui va au pistolet se taper les émanations de colle et tout ça, d'accord, mais aussi dans l'agence même des designers. Des articles réguliers sur la culture de la charrette, vécu par les étudiants comme quelque chose de vraiment fantastique. C'est parce que effectivement, c'est comme ça que ce monde-là travaille, c'est-à-dire accroché au concours, à la compétition, au projet, à gagner évidemment de quoi vivre. On est bien d'accord. C'est rude comme métier, bien sûr, mais ça veut dire aussi les conditions de travail, même de ceux qui font le design. Et effectivement, pour ma part, je pense que déjà prendre soin de soi-même, c'est quand même la base. C'est-à-dire,
C'est pas à l'américaine, toute la marchandisation autour du bien-être, prendre des probiotiques, des machins, des trucs. Parce que maintenant, il faut être care dedans. Il ne faut pas que avoir les dents blanches, il faut aussi que dedans soit nickel. Voilà, il faut être tout propre de partout, dedans, dehors. C'est quand même une injonction terrifiante. Mais ce faisant, est-ce que véritablement, on n'est pas aussi à un point quand même de réflexion qui vient des étudiants plus finalement que des professionnels, parce qu'il y a une forme aussi, il faut bien le dire, de reproduction d'une forme de culture de travail, et qui au sein du design, de l'archi ou de l'archi d'intérieur, je pense que ce design expérientiel, expérimental comme on dit en allemand, fait la proposition aussi de réorganiser en fait, de faire une proposition, alors certes, on est bien d'accord, est-ce que le design va changer le monde? Ce serait quand même... oui, on peut toujours, ça fait toujours plaisir de dire que dans sa discipline, on va changer le monde, telle qu'elle soit, le design, la philosophie, l'histoire, tout ce qu'on veut. Mais en fait, bien sûr, je pense que c'est aussi quand même se poser la question de changements sociétaux en fait, profonds. Parce qu'à la base du care, être attentif à, je pense qu'il y a la notion d'espace et il y a aussi la notion de temps. Et je dirais même au sens de Bergson, c'est de la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le résultat, mais c'est la durée entre un temps 1 et un temps 2. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la relation qu'on a au monde, aux objets, aux autres? Et en fait, c'est quand même de ça dont on souffre le plus, qui est finalement dans le uncare, dans le non-care, c'est cette dimension du temps. Et le design industriel poussé à l'extrême, tu parlais de cette fameuse grande enseigne qui te propose de faire toi-même tes meubles. Je ne la citerai pas et je ne la fustigerai pas, étant moi-même amenée à aller dans cet antre de l'enfer. Néanmoins, on voit bien que quand on voit les encombrants devant nos portes, c'est ça en fait qui se passe. Enfin, c'est du fast design, quoi. Enfin, ça se consomme, ça se jette, on en reprend, on y retourne, et puis hop, on se pose pas trop de questions. Donc c'est vrai que, bon, je sais pas si j'ai répondu à Charlotte, est-ce qu'elle fait des likes? Non, mais tu as non seulement répondu à Charlotte, mais on réagissait tous les deux sur le chat en même temps, parce que effectivement, Joanne Tronton qui dit le care c'est rendre le monde habitable, et puis Fabelli qui dit, Aurélien réagissait de la même manière, qui dit le design c'est améliorer la vitalité du monde. Donc en fait, design et care c'est la même chose. C'est la même chose. C'est formidable. Après, en fait, parce que en fait, on parle d'un concept qui a été forgé sur, comme tu le rappelais tout à l'heure, sur des luttes, des mouvements sociaux, un contexte historique, etc. Mais après, souvent, une fois que la philosophie s'empare de quelque chose et met un mot sur une idée, on se rend compte que, en fait, ça fait belle lurette que cette idée a eu lieu, en fait. Ouais. Et les philosophes, comme d'ailleurs les designers et les architectes aussi, ils expriment l'esprit d'une époque, finalement. Et donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve dans le design et dans son histoire des choses que le care formule ensuite, plus tard. Mais c'est important de rappeler, oui, que dès Ruskin, dès Morris, dès l'émergence des arts décoratifs et du design, il y a la question de l'attention, du soin, et surtout de l'impact de l'industrie sur le temps, sur la relation aux choses, etc., etc. Donc effectivement, il y a une imbrication dans l'histoire même de la création de ces disciplines, quoi. Oui, oui, tout ça est très, très intéressant finalement. Effectivement, les idées, les idées qu'on a et qui finalement on s'aperçoit qu'elles sont déjà là. Donc peut-être que si on arrêtait d'avoir des idées pour peut-être faire autrement. Non, je suis assez intéressé par l'idée de la sensorialité, l'idée du corps, l'idée de cesser. Alors peut-être qu'on a un tournant d'ailleurs, quelque chose d'un peu qui a toujours existé, bien sûr, mais là, qui est en train de devenir un paradigme, c'est-à-dire la réunion du faire, du penser, de la sensorialité, de l'intellect, qui avait été
dans la pensée occidentale, en tout cas très séparées, très opposées, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Alors on va peut-être rebondir là-dessus parce qu'il y a des choses très intéressantes. Et puis améliorer l'habitabilité du monde, définition du design et définition du care. Donc on voit bien que les choses se recoupent. Alors l'habitabilité du monde, ce monde il est habitable, il est plus habitable. Tout à l'heure Manolita l'évoquait, la question du green, du green care, encore un mot anglais. Du greenwashing care. Est-ce que voilà, est-ce que le care c'est une entrée possible par rapport à ce monde qui est en train de se déliter? Est-ce que l'attention aux autres va nous conduire à l'attention aux vivants en général? Tout à l'heure, Aurélien mettait déjà en cause la question de la nature. Peut-être mettra-t-il en cause la question du vivant. Peut-être Manolita sur la question de l'écologie, de l'éco-responsabilité, de cette éthique par rapport au monde. Et puis on va voir où ça va nous conduire. Mais on entrevoit déjà un peu la suite. Je te repasse le micro. Merci Alexis. Merci beaucoup Alexis. Oui, alors oui, parlons du green care. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc qui se rajoute. Non, mais trêve de plaisanterie. Tu vois, entre ce dont tu parles, la séparation là, entre corps et esprit, et puis alors nous, je pense que dans notre monde dans lequel on gravite, il y a une claire séparation et même des rapports de domination et de pouvoir entre ceux qui pensent et ceux qui font. On va le dire clairement. Richard Sennett a écrit ce beau livre, hein, L'intelligence de la main. Hein, je pense qu'il nous rappelle, justement. Alors moi j'aime bien pour ça, hein, la philosophie pragmatique américaine, parce qu'elle nous remet un peu dans le concret, les mains dans le cambouis. Donc il y a beaucoup de moutons à cinq pattes dans le monde académique américain, ce qui est plus difficile peut-être dans le monde européen. Dans notre génération, tu as montré cette magnifique iconographie qui date de 1974. Je pense qu'à ce moment-là, je portais un col roulé marron et une salopette orange, comme Casimir, à peu près. Voilà, à peu près. On avait notre biberon en plastique, mais avec bisphénol et tout le bazar. Je pense qu'on fait partie d'une génération où, je pense qu'Aurélien aussi, quand il dit, je suis un intellectuel, mais aussi un ébéniste. Enfin, moi aussi, je me sens en fait comme une sorte d'hybride, hein, et je pense qu'on est nombreux en fait, hein, à être hybride. Après, c'est finalement comment on fait son coming out, comment on réunit les deux fausses, comment on est capable de dire je suis docteur en histoire socioculturelle et jardiniste et hortithérapeute. Enfin, c'est un peu gênant, quoi. Enfin, il vaut mieux vivre dans une schizophrénie et garder ça pour comme une sorte de passion, de petit loisir, quoi. Enfin, quand son temps perdu, peut-être. Hein. C'est vrai que ça, c'est difficile, en fait. Et c'est à la notion même, finalement, Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans ces courants de pensée, c'est créer des alternatives, être capable de faire aussi, à un moment donné, c'est pour ça que le care, c'est pas que du souci, c'est aussi enthousiasmant. C'est aussi pouvoir se projeter dans des mondes, des mondes imaginaires qui paraissent inaccessibles, mais qui, pour autant, c'est à nous de les fabriquer. Enfin, je veux dire, c'est à nous de le faire. C'est pas les autres, en fait, qui sont responsables. C'est à nous de s'y coller et d'être capable de l'envisager. Donc, comme tout ce courant de pensée, c'est comme Judith Butler, quand elle a parlé de la notion de queer, hein, et du trouble dans le genre. Je pense qu'il y a aussi un trouble, en fait, dans cette espèce de manichéisme entre les penseurs et les faiseurs, quoi, les concepteurs et les faiseurs. Donc ça, je pense qu'à l'école Camundo, on est en plein dedans, hein, quand on parle d'artisanat, où est-ce que je suis, moi, le designer, en tant que concepteur, etc. Donc ça, on a ces discussions avec les étudiants tout le temps, en fait. Alors, toi, tu as parlé de ton expérience d'ébéniste. Le green care, c'est juste peut-être, je ne sais pas si c'est anecdotique, j'en sais rien. C'est que moi, par rapport à ma pratique, hein, de jardiniste, hein, j'aime bien ce terme de jardiniste. Une fois, tu m'as dit, faut dire comment, agricultrice, paysanne, jardinière. J'étais là, Alexis, pourquoi tu me poses une question bizarre? Alors, j'emprunte ça à Anne Rib, hein, dont j'ai eu la chance d'être formée. Anne Rib est maintenant une dame qui a un certain âge, mais qui a été cette femme infirmière qui a développé le premier jardin thérapeutique à la Pitié-Salpêtrière en pédopsychiatrie
pour les enfants autistes. Et comme elle était infirmière, elle a eu une fois le hasard de rencontrer, elle nous a raconté ça à un mariage, le psychiatre, chef du secteur pédopsie de la Pitié-Salpêtrière, et elle lui a dit bah ouais, top là, allez, on fait un jardin. Alors, c'est comme ça qu'elle a eu une aura. Le monde entier est venu voir ce qu'elle faisait en se disant « Mais c'est quoi ce truc ?» On était dans les années 90. On dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Aux États-Unis, on fait ça depuis les années 70, notamment en Californie. Il y a une école d'orthithérapie à New York. Là aussi, c'était un projet social. Pourquoi c'est né en Californie, par exemple, l'orthithérapie? Alors, vous allez me dire encore un truc de thérapie. Alors, il y a l'aromathérapie, la musicothérapie, l'art-thérapie, tout est thérapie. Donc là encore, on est dans ce dilemme et dans cette, voilà, ce qui peut devenir à un moment donné une injonction, en fait, à être dans le tout soin, le tout soin, et effectivement des choses qui ont vraiment du sens. Et l'orthithérapie en Californie, au départ, c'était pour pouvoir travailler ensemble autour du jardinage, c'est-à-dire mettre les mains dans la terre, voir de la graine jusqu'à cueillir une fraise, voir un tournesol. Et ben, c'est quoi le cycle de la vie? C'est quoi le cycle vie-mort? Donc ça aussi c'est intéressant. C'est-à-dire ça aussi c'est autour du care. C'est-à-dire cette angoisse, Carou, c'est quand même bien ça. L'inquiétude, elle est quoi? C'est la finitude. C'est mourir. C'est ne plus pouvoir galoper. C'est ne plus pouvoir... faire tout ce qu'on a fait quand on avait 20 ans, quand on en a 80. C'est de ça dont il s'agit. Quoique, les seniors, ils sont hyper en forme. Franchement, ils sont plus musclés que des quarantenaires ou quinquagénaires, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ça force mon admiration. Bon, je ferme la parenthèse, mais l'orthithérapie en Californie, elle a été faite justement pour réunir des communautés. Cette fameuse ségrégation, et raciale et comment dire de communauté. Et l'idée, c'était de mettre ensemble les gens pour travailler ensemble à un mal social. C'était pas forcément pour des gens qui ont une pathologie particulière. Vous voyez ce que je veux dire? C'était plutôt le mal social de la ségrégation et de ces communities qui n'arrivent pas à fonctionner entre elles. Là encore, les États-Unis, ils ont tous les maux de la terre, ils trouvent des solutions 30 ans avant tout le monde. Mais Aurélien, c'est pas qu'une affaire de langue, c'est aussi une affaire, je pense, de globalisation, de problèmes qui sont liés quand même à nos modèles économiques et sociaux qui, malheureusement, deviennent mondiaux, quoi. Enfin, qui se mondialisent quand même peu ou prou. Et donc, je pense que cette histoire de green care, c'est vraiment... Alors là, c'est pas encore une marotte qui sort de nulle part, c'est... issu d'un rapport d'un groupe de travail sur les bénéfices en termes de santé de toutes les pratiques dites de green care. Ça a été donc un rapport qui a été demandé par le Réseau européen intergouvernemental de coopération en sciences et technologies, qui s'appelle COST, et qui a été publié en 2010. L'idée, finalement, enfin la définition du green care, c'est terme qui inclut des types d'interventions aussi complexes que différents, comme le care farming, l'animal assisted therapy, therapeutic horticulture, etc., etc. Tout ce qui en fait est lié dans la relation au vivant et au vivant non humain. Par exemple, des études ont été portées sur le rapport entre une personne isolée, âgée, dépressive, qui, en ayant un animal de compagnie, un chien, un chat, alors plus particulièrement un chien, va, par exemple, sortir alors qu'elle ne sortait pas chez elle, va parler à des gens alors qu'elle ne parlait plus, parle à son chien, qui a aussi une forme de communication et d'interaction avec l'humain. Et effectivement, on sait que, par exemple, on utilise par exemple les chevaux, les ânes, pour soigner, par exemple, des troubles du comportement. Alors tout ça, on se dit, non, mais alors complètement barrée, la fille, quoi. De quoi elle nous parle? Ben, c'est à prendre au sérieux tout de même, parce que d'une certaine manière, tout ce qu'on traite dans les troubles du comportement, ou même des isolements, des désocialisations, voilà, il y a toutes sortes de phénomènes sociaux, parce que tout ne va pas bien, et c'est bien pour ça qu'il y a un déficit du care aussi, si on en parle autant, c'est qu'on en a besoin.
La question, c'est de savoir quels sont les besoins réels de care. Et c'est là où j'aimerais insister pour un designer, mais c'est se poser vraiment la question du besoin réel de l'usager, du fameux usager, qui parfois on ne sait pas très bien qui est l'usager. C'est une sorte de truc un peu vague. Mais les besoins réels de l'usager sont parfois interprétés, y compris par les acteurs de la santé, y compris par les acteurs politiques qui mènent des politiques publiques, y compris par tous ceux qui les observent. Et par exemple, Patricia Paperman, qui est sociologue, dans Care et Sentiment, elle parle de cette posture même du sociologue dans les entretiens. Que parfois, le sociologue, en fait, il veut que ça rentre dans sa grille de questionnement et d'analyse. Il ne se demande pas quels sont véritablement, quel est l'infraordinaire de la personne dont il parle. Moi, j'aime bien le collectif Rosa Bonheur qui a mené une étude à Roubaix sur un quartier populaire dégradé par le chômage, où une usine ferme automobile, et voilà, c'est 20 ans de galère pour les gens qui vivent là, qui ne retrouvent pas de boulot. Et effectivement, ce collectif a vraiment cherché non pas à mener des enquêtes, mais déjà à vraiment comprendre la vie, être attentif à ce qu'est l'autre, sans stéréotype, sans se dire « Ok, il n'y arrive pas, il s'en sort pas, il est alcoolique, il n'y arrive pas, il a une assistante sociale, tout ce qu'on veut, il s'en sort pas. » Enfin voilà, donc c'est aussi cette question-là, je pense, dont il faut parler quand on parle aussi de design ou d'archi d'intérieur. Et on n'a pas forcément besoin d'être, entre guillemets, dans ce qu'on peut appeler un exhibitionnisme de la pauvreté ou même une pornographie de la misère, quoi. Il ne s'agit pas d'aller voir le plus pauvre pour comprendre ça. Tout un chacun, on a des besoins réels. Et parfois, la réponse, elle ne l'est pas, parce qu'en fait, on interprète les besoins sans même se demander quelles sont les conditions de vie, d'existence et les besoins réels de tel ou tel individu. Donc, je pense que là, il y a vraiment, par exemple, sur le Green Care, ce que j'ai pu observer, moi, de manière absolument... comment dire, avec grande humilité et comment dire, et de manière incarnée, c'est-à-dire, c'est pas de la pensée, quoi. Ce que j'ai pu vivre, c'est ça, l'expérience vécue, par exemple, avec les détenus, en créant un jardin, c'est en fait ces bénéfices en matière de besoins réels. Il s'exprime en fait. Il s'exprime alors subtilement. C'est pas dit, j'aurais fait des questionnaires, ça aurait peut-être pas marché en réalité. C'est dans l'infraordinaire de la vie d'un détenu que tu comprends qu'il a des troubles du sommeil, que tu comprends que parfois il sait plus le jour, la nuit, quel jour on est. Il a plus du tout un rythme sur le cycle, réel. Par rapport au vivant, par exemple, il ne sait même plus comment se comporter face à une plante. Parce qu'en fait, il ne sait même pas s'il est capable de s'occuper du vivant. Donc la question, là, c'est un processus, je dirais, dans le Green Care, qui est un processus actif. Et qui, finalement, il ne s'agit pas de faire « Ah, c'est super, on a fait un jardin dans une prison » en mode voilà, tout il est joli. Mais par exemple, dans les besoins réels, ce que je n'avais pas capté, moi, par exemple, en démarrant ce projet, c'est qu'on voulait absolument faire du potager, absolument faire des légumes, manger. Et au bout d'une saison, les détenus m'ont dit « Mais en fait, Manolita, ce qu'on aimerait, c'est de la beauté. Parce qu'il n'y a pas de beauté, en fait, dans une prison. Il n'y a pas de beauté. On voudrait des fleurs. » J'étais là, waouh, moi, je n'aurais pas pensé. Je me serais même dit ils vont peut-être pas aimer, en fait, que je ramène des roses. Ou, voilà. Et ils ont demandé à ce qu'on réoriente le jardin vers plus de fleurs. Alors, ils sont très contents d'avoir des plantes aromatiques et médicinales, d'avoir des fraises, mais ils sont contents aussi de pouvoir voir, admirer, sentir, toucher pétales de rose, une fleur, comprendre comment elle fonctionne, la couleur, enfin, c'est tout, justement, c'est tout ce qui est sensoriel et tout ce qui, effectivement, est plutôt qualitatif que quantitatif. C'est pour ça que toutes ces thérapies alternatives, elles sont parfois mal jugées ou évaluées, y compris par les milieux, on va dire, médicaux eux-mêmes, parce qu'en fait, on dit « Ouais, mais attends, c'est quoi les résultats, là ? Scientifiquement, ça vaut quoi, ça ? Ces histoires de trucs, thérapie, là ?» C'est quand même, là, il faut quand même se poser la question, c'est qualitativement. C'est parce que, en fait, tu comprends à un moment donné que les besoins réels, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif.
et que d'une certaine manière, c'est ça qui est le plus difficile, je pense, dans comment dire, la pratique du care. C'est finalement d'aller très fin dans le détail. Hein. C'est ce que Sandra, je pense, avait fini par dire. Le care, c'est être attentif aux détails. C'est vraiment ça. Quand on le pratique vraiment, c'est dans le détail. Et quand tu parles avec des soignants, hein, comme le workshop de Laure à l'hôpital Sainte-Anne, mais c'est dans les détails. C'est dans les détails du patient. Alors, par pudeur, on dit l'usager. Mais voilà, qui t'as en face de toi? Enfin, tu as quelqu'un qui est en grande détresse, en crise. En plus, je me souviens, c'était pour des jeunes gens hein, qui avaient l'âge à peu près des étudiants. Donc, c'était extrêmement touchant, voire déstabilisant. Mais c'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas que la vision des soignants, enfin, du psychiatre aussi expérimenté. Et bien sûr que je ne remets absolument pas en cause la place de tout un chacun. Mais c'est aussi de quoi a besoin réellement celui qui reçoit le care. Et quand on est designer, je pense que c'est assez fantastique de pouvoir aller dans ce détail, dans une approche méthodique, méthodologique, où tu prends le temps véritablement d'aller aller vers tous ces détails qui effectivement sont immatériels parfois, ou alors matériels, mais de l'ordre de la perception, du sensoriel, et bien évidemment avec une forme de subjectivité, ce qui est peut-être là aussi un dilemme très difficile quand il s'agit de faire du projet pour plusieurs, pour une communauté. Mais en tous les cas, la notion de green care, hein, je pense que c'est pas, c'est vraiment l'idée d'une expérience hein, qui n'est pas une expérience de contemplation de l'arbre, du paysage, de la nature. C'est finalement mobiliser finalement des chercheurs, des praticiens, des savoirs de ce qui relie finalement le vivant hein, à ce qu'on peut mesurer comme impact en termes de vivre au mieux dans un monde le plus habitable possible, y compris quand on est détenu, y compris quand on est dans un hôpital psychiatrique, qu'on est enfermé dans ces 4 murs, hein, physiquement ou mentalement, même combat, quoi. Et je pense qu'on peut l'élargir à tout un chacun, en fait. J'ai fini. Oui, oui. Oui, bah, du coup... non, mais déjà, sur ce que tu disais, pour embrayer la discussion, Alexis, sur justement cette relation corps-esprit, où il y a un truc dont on parle énormément en ce moment aussi, c'est les fameux imaginaires. Voilà, moi je suis d'une tradition de sociologie qui est la sociologie de l'imaginaire, donc c'est pareil, ça date en fait cette histoire d'imaginaire. Mais c'est intéressant d'un point comme analogie. C'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui justement la récupération en fait des imaginaires, et notamment autour de la question du récit, moi ce qui m'interpelle toujours, c'est qu'en fait alors les entreprises notamment qui font ça, elles changent les histoires, mais elles changent pas les organisations. Avec l'idée, alors bon, bonne ou mauvaise intention, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Est-ce que c'est justement le fameux storytelling, de washing storytelling, machin, ou est-ce que c'est juste au contraire, par bonne volonté, c'est-à-dire d'avoir compris enfin que les imaginaires, en fait, c'est réel, c'est-à-dire ça a un impact sur nos comportements, nos choix, nos décisions, etc. Bon, peu importe, la question n'est pas de trancher, et pas ici de trancher. Mais c'est intéressant de se dire que du coup, dans ce cas-là, le récit, ça reste en fait une narration abstraite d'une certaine manière. Alors qu'en fait, un geste, c'est un récit déjà. Quand on rabote un bout de bois, en fait, il y a tout un truc qui se raconte. Et du coup, c'est pour ça que je disais au départ, on change l'histoire, mais on ne change pas les organisations. C'est-à-dire, en fait, on ne le pratique pas. Et ça renvoie, je pense, à ce que tu disais sur corps-esprit. C'est-à-dire, c'est la même dichotomie répétée de façon différente. Ce que tu disais aussi sur
d'une certaine manière, la dépersonnalisation, c'est-à-dire le fait de ne pas faire attention aux détails et d'être sur du quantitatif plutôt que du qualitatif, bah pour moi, c'est la répétition toujours de cette séparation entre le corps et l'esprit, enfin, chose pensante, chose étendue, en fait. On revient à Descartes, avec l'idée qu'en fait, c'est l'esprit. Parce que chez Descartes, on l'oublie souvent, mais enfin on l'oublie, je sais pas si on l'oublie, c'est purement rhétorique comme façon de parler, mais peu importe. Chez Descartes, c'est le sujet qui fonde le monde. Et donc c'est l'esprit en fait qui est le garant du réel. Et en fait, toutes les choses qu'on raconte, justement, elles sont des héritages, des modulations autour de cette idée-là, à mon sens. Et c'est vrai que quand les designers ou les architectes font des scénarios d'usage, le fameux scénario d'usage, qui est une sorte d'apothéose comme ça, de summum, en fait, ils font des scénarios d'usage avec des personnes moyennes, qui sont en fait des gens qui n'existent pas. Hein. C'est-à-dire que moi, je connais pas le consommateur moyen, ou l'usager moyen, ou le patient moyen. Voilà. En fait, justement, en fait, on a chacun des spécificités, des détails. Moi, j'aime bien cette idée du détail. Tout à l'heure, je parlais du dixième de millimètre. Et justement, je pense qu'en fait, la finesse, en fait, elle est au niveau du détail. Alors après, c'est Balzac d'ailleurs qui disait pour les romans, en fait, peut-être que l'histoire est fausse, mais en fait, dans les détails, c'est vrai. Voilà. Et je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que la puissance de la littérature, par exemple, c'est ça. C'est ouais, ok, l'histoire est fausse, mais en fait, dans le détail, ça touche quelque chose. Voilà, ça nous dit voilà, quelque chose de la réalité. Guattari aussi dit ça à propos de la recherche du temps perdu, en disant que les écrivains n'ont pas compris que Proust avait fait une œuvre scientifique. Et les scientifiques n'ont pas compris que la littérature est aussi une démarche scientifique, justement parce qu'elle s'intéresse aux détails, je pense. Donc ça, c'est la première chose par rapport à ce que tu disais, Alexis. Et après, sur cette histoire de grid, alors grid care ou grid, ou le vivant, ou l'écologie, et le soin vert, qui n'a rien à voir avec l'incroyable Hulk. Oui, jusqu'au sauvage. Ou à Blockbuster. Ouais. Tu te souviens du Sblurp là? Oui, Bouffe-Tout. Enfin, il s'appelait Bouffe-Tout, je crois. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai toujours en fait dans ce que je vous explique et raconte depuis le début de cette séance, en fait, moi, la question du grid ou de l'écologie, elle m'a toujours interpellé. Alors, tout à l'heure, je disais, je sais pas ce que c'est la nature. C'est-à-dire que moi, je suis jamais allé dans une nature qui était vierge de toute présence humaine ou de toute transformation ou de détail justement humain. Voilà, enfin, je vais pas vous raconter ma vie, mais je vais à la pêche depuis que je suis tout petit garçon, et donc je vais dans des endroits qui ne sont pas, où les gens ne vont pas se promener régulièrement. Mais c'est quand même des endroits en fait qui ont été entre guillemets, enfin j'aime pas non plus cette expression-là, mais domestiqués ou arrangés en tout cas par l'homme. Et donc déjà, moi je sais pas très bien ce que c'est que la nature, donc j'ai du mal avec les trucs verts. Voilà, je sais pas très bien ce que c'est. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on soulève cette question justement de la dévastation de la nature, de sa préservation, de sa sauvegarde, et toutes ces choses-là, souvent en fait, donc on pointe un problème qui est le plus souvent celui de l'industrie, pour le faire très court et très simple. Et la réponse, c'est en fait d'évacuer l'objet industriel et en fait d'évacuer l'objet. C'est-à-dire que le problème de la nature, c'est l'objet. Bon, encore une fois, je la fais courte parce que le temps passe, mais si Alexis veut que je précise, je préciserai. En tout cas, voilà, dans les réponses, souvent, il y a le retour à la nature ou, je sais pas, enfin, il y a toujours l'idée que l'objet est un problème, mais finalement, on se pose jamais la question du problème du coup qu'on vient de soulever. Et du coup, là où le green care ou le care, enfin ce soin, cette attention me semble intéressante, c'est que justement, elle permet, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, de faire attention aux objets.
Et Alexis, en bon monsieur loyal qu'il est, suggérait justement que j'allais dire des choses sur le vivant. Et donc je saisis la balle au bon. Effectivement, en fait, par exemple, comme expression du fait qu'on nie la question de l'objet, en fait, on s'intéresse au vivant et au non-humain, en disant que c'est les vivants non-humains. Mais il y a tout un tas de cultures où en fait le vivant, c'est pas des êtres biologiques. C'est-à-dire il faudrait peut-être distinguer le vivant du biologique. Et alors je sais jamais dans quel pays c'est, mais il y a un pays où des rivières, des montagnes ont des personnes juridiques. C'est-à-dire que voilà, une montagne, hein, vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas un être biologique, mais elle est douée d'une personne morale par cette culture. Il y a un très beau livre de Edward Ocon qui s'appelle Comment pensent les forêts, où il explique justement les interactions de communication et de langage en fait, qui existent entre des communautés, la forêt, les animaux, enfin tout un tas d'humains, de non-humains, de vivants et de non-vivants. Et moi, ma marotte, hein, si je puis dire en ce moment, c'est justement d'étendre le vivant non-humain aux objets. Alors ça peut paraître un peu bizarre de le dire comme ça, mais en fait, c'est pas si étrange que ça, je pense. D'abord parce qu'une fois qu'on fait attention aux objets, on leur donne une importance, enfin on crée une relation avec eux. Et c'est amusant d'ailleurs parce que ce matin j'avais rendez-vous avec une étudiante que je suis pour son mémoire par ailleurs, et elle avait une belle expression, j'ai trouvé, elle parlait de l'estime qu'on a pour les objets. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on a perdu l'estime qu'on avait pour les objets. Alors que mes grands-parents, il y a encore 2 générations, en fait, les objets, bah, on en prenait soin. C'est-à-dire, on en prenait soin parce qu'on savait les réparer, on avait besoin de les garder longtemps, parce qu'ils n'étaient pas forcément aussi accessibles qu'ils le sont aujourd'hui. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, étendre le vivant non-humain aux objets, c'est se rendre compte aussi qu'il y a tout un tas de cultures dormantes chez nous. Enfin, chez nous, pareil, c'est une expression qu'il faut éviter en ce moment. Voilà. Donc, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas donner l'impression que ce que je suis en train de dire, c'est on va tous devenir des chamans de Sibérie ou d'Amazonie. Tu sais, ce que tu disais sur le truc d'illuminer parce que c'est qualitatif et pas. En fait, c'est pas ça. C'est que justement, on a des pratiques culturelles dans nos traditions européennes où les objets, en fait, ils ont une estime et ils sont vivants. Et il y a des choses anecdotiques. Hein. Je prends toujours l'exemple de quand votre imprimante ne marche pas ou quand on se cogne à un meuble, on l'insulte. Mais en fait, si on l'insulte, c'est parce qu'on le personnifie. Et qu'on crée une relation. Alors, c'est une relation de panne et un peu embêtante, hein, je vous l'accorde. Mais ça veut dire qu'on a presque comme réflexe une relation voilà, de sujet à sujet vis-à-vis des objets. Qu'on peut avoir en tout cas une relation de sujet à sujet vis-à-vis des objets. Et donc, pour moi, une des conséquences du CARE vis-à-vis des objets et de la question écologique, pour le dire de façon un peu ramassée, c'est justement que si on veut adresser ces questions-là, il y a des choses dont il faut prendre soin, et ces choses-là, c'est les objets. Et du coup, leur donner un statut, c'est-à-dire que si on détend le statut de l'humain, en fait, je sais pas, à tout un tas d'animaux, pour tout un tas de bonnes raisons, hein, d'ailleurs, je ne remets pas du tout ça en question. Hein. Mais je veux dire, en fait, ça aurait d'autant plus de sens pour ces mêmes animaux qu'on revalorise notre relation aux objets. Parce qu'en fait, ça résolverait tout un tas de problèmes qui ont des conséquences pour ces mêmes animaux, je pense. Voilà. Je peux juste rebondir sur ce que tu dis, Aurélien. Quand tu dis ça, en fait, j'acquiesçais, en fait, parce qu'en fait, ça me renvoyait à ce qu'on vit justement quand on apprend à jardiner avec des gens qui ont été coupés, tu vois, du jardinage, qui était une pratique, pareil, il y a encore deux générations, qui était commune. Enfin, c'était, voilà, un grand-parent, arrière-grand-parent a forcément jardiné, quoi. Par subsistance en fait, hein, et il était relié et il savait aussi quelle était comment dire, il prêtait attention parce que c'était mangé.
Voilà, enfin, c'était pas le kilo de carotte à 0,99 Et centimes c'est d'euros. c'est important ce que tu dis. C'est justement, en fait, il y a une relation immédiate à la matière et à l'environnement, en fait, que nos sociétés ont perdu. Oui, dont on s'est coupé. Alors, et qu'on voit comme... l'autre dirait, c'est vivre comme les Amish. Suivez mon regard, mais c'est pas du tout. Non, mais il s'agit pas de ça. Justement, il s'agit pas de ça. Pas du tout de ça. C'est qu'au contraire, en fait, c'est pas une perte de jardiner et d'être en relation avec ce qu'on mange. Oui. C'est l'inverse, en fait, qui est une perte. Bien sûr. Et ce que je voulais dire, c'est rebondir, ça me parle d'autant plus que quand tu parles de la relation à l'objet, enfin, moi, ça me choque pas du tout, parce qu'en fait, dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire, par exemple, quand tu travailles avec, par exemple, les détenus, quand on a commencé à commencer de la graine, où je glanais et je ramenais des plantes qu'on remettait en terre, au début, pour eux, c'était comme des objets. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça n'avait pas besoin d'eau, pas besoin... Enfin, tu vois, tu le mets, puis tu sais... Enfin, oh, il se passe un truc. Ah ben non, mais j'ai pas la main verte. Il ne s'agit pas de main verte, en fait. C'est juste de comprendre comment ça marche. Comme une imprimante qui ne fonctionne pas, comment ça marche. Que quand tu ne sais pas réparer un objet, il s'agit exactement de la même chose. Et en fait, c'est juste que de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas dans une espèce de fantasme là, du retour à la nature, qui d'ailleurs est complètement, je trouve, parfois presque, c'est indécent. Enfin, voilà, de quoi on est en train de parler. Parfois, je suis vraiment gênée, en fait, par ce genre de posture, pour le dire clairement. Mais c'est tout simplement retrouver justement cette attention. Alors, ça passe par plein je pense, de médias, de possibilités. Enfin, et d'ailleurs, quand je venais en centre de détention, je me souviens qu'il y avait une prof de techno qui venait pour apprendre à réparer des circuits électriques, et il y avait la même concentration, la même attention sur comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est vrai que quand tu jardines, hein, le seul truc, c'est qu'il faut être constant. Tu ne mets pas ton imprimante quelque part dans un coin en attendant de l'avoir réparée, parce qu'en fait, effectivement, une plante n'a pas de conscience, mais en revanche, une plante a ceci de vivant que si tu arrêtes d'en prendre soin, c'est terminé. Enfin, c'est là où tu fais elle a disparu, elle est cramée. Ou la limace, elle l'a mangée. Bah oui. Donc en fait, c'est aussi ça que ça enseigne, en fait. Et c'est une attention constante. Comme on a une attention constante quand on est parent, à son bébé. Comme je leur disais, ça faisait bizarre de dire à des détenus... mais vous savez, c'est comme prendre soin d'un enfant. Si tu arrêtes de donner à boire et à manger à un bébé, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, ils étaient tous un peu gênés parce qu'ils se disaient, mais pourquoi ils nous disent des trucs pareils, quoi? Parce que voilà, il y a une espèce de... Voilà, on ne parle pas de pourquoi ils sont là. Ils meurent. Oui, c'est hyper violent. Ils meurent. Oui, ils meurent. Donc, effectivement, c'est cette attention constante qui est une responsabilité, en fait. Une responsabilité, et là... alors là, on va être très sérieux, c'est une responsabilité morale de la relation qu'on a à l'autre, au monde, en fait. Et je pense qu'on a oublié, en fait, cette responsabilité morale que tout un chacun, on a face à ce monde habitable, devenant inhabitable, anxiogène au possible. Enfin, c'est de ça, en fait, dont on est en train de parler, je pense, enfin, toi comme moi, que ce soit... Je pense qu'il n'y a pas comment dire, pour moi, de clivage. Enfin, bon, ça paraît un peu provocateur, l'histoire du vivant, non-vivant, mais ça n'a rien de provocateur, parce qu'en fait, on parle exactement de la même chose. Enfin, ah oui, non, mais moi je parle des objets parce que c'est ma partie, mais je comprends tout à fait ce que tu dis sur, sur les plantes. Je pense que c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je disais, il ne s'agit pas d'enlever aux animaux ce qu'on donnerait aux objets, ou c'est pas le sujet. Et justement, moi il y a un truc, alors moi je fais pas mal de vélo, il y a un truc qui m'exaspère, c'est d'entendre le bruit des vélos. C'est-à-dire l'inattention qu'on a aux vélos qu'on utilise tous les jours. En fait, si tu écoutes les gens qui roulent en vélo, les vélos ils grincent. En fait, on prend pas soin. La plupart des gens ne prennent pas soin de leur vélo. Et pour les mêmes raisons qu'on évoque, que tu évoquais, c'est-à-dire en fait, ils connaissent pas ils savent pas comment ça marche. Et donc ils savent pas qu'il faut nettoyer la chaîne, qu'il faut huiler le truc, qu'il faut de temps en temps démonter le machin, remonter le truc, que ça se nettoie un vélo. Enfin, et c'est encore une fois, c'est du détail, c'est anecdotique. Mais en fait, c'est symptomatique d'un manque d'attention. Et parce que quand tu fais du vélo tous les jours,
c'est quand même la moindre des choses, en fait, moi je trouve, mais c'est tout à fait personnel, de prendre soin du truc que tu utilises tous les jours. Euh, et, et comme tu le disais, c'est-à-dire il y a encore 2 générations, et c'est pas du tout pour faire un truc de vieux con, genre c'était mieux avant. C'est mais parce que je pense que c'est même pas une question d'éducation en fait, c'est vraiment une question sociale, culturelle. C'est pas qu'on est mieux ou moins bien éduqué, hein, c'est juste que voilà, la société a évolué. Tu parlais de transformation, de mutation sociale. Bah, oui, le monde a changé, quoi. Ça, c'est sûr. Mais il y a encore 2 générations, en fait, on prenait soin des choses qu'on utilisait. Voilà. Euh, et certainement qu'on va vers une société qui va reprendre soin de tout un tas de choses. Et tant mieux, réjouissons-nous, hein. Mais du coup, ça veut dire que pour des designers et des architectes, c'est aussi du coup quelque chose qui va redevenir légitime. Et donc, bah, il y a pas de, il y a pas d'inquiétude, parce que d'une certaine manière, à avoir sur le fait d'en tenir compte dès maintenant dans vos études, dans vos projets, et d'essayer de le formaliser en fait comme un positionnement, comme une méthode, comme voilà. Et en fait, dire qu'on est attentif à certaines choses, aux détails, donc bah, en fait, c'est pas grave. Je dirais même, après je repasse le micro à Alexis, non. Je dirais même que, enfin, quand on parle, tu vois, quand tu as dit c'était mieux avant, ou enfin, la citation des Amish, du rétro, voilà, je pense même qu'en fait, il y a une économie vertueuse du care. Enfin, et quand on est designer, effectivement, il y a aussi une économie vertueuse. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de faut plus rien faire, faut plus rien toucher, enfin, faut être là en mode on va manger tous des racines et, parce qu'en fait, c'est la fin des haricots. C'est pas de ça du tout hein, dont il s'agit, c'est justement, au contraire, je pense que c'est pas inquiétant. Enfin, je pense que si on doit finir cette, comment dire, cette conversation, c'est que à un moment donné, c'est que finalement, il y a de l'espoir, véritablement, en fait, pour... je pense que tout le monde en est conscient, en fait. On est arrivé peut-être à une démesure, à une inflation complètement délirante d'un puits sans fond de désir inassouvable, en fait, qui est une société de consommation où tout est possible, mais y compris acheter le bonheur, le bien-être, tout ce qu'on veut, le care, enfin. Et on voit bien que ça, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il faut être vraiment positif. C'est pas une prise de risque incroyable. On n'est pas en train de vous, voilà, c'est pas un truc de punk underground complètement délirant, un peu quand même. Mais, enfin, je veux dire, quand on est alternatif, forcément, on est toujours avant-gardiste. Enfin, tu vois, Proust, quand il a écrit La recherche du temps perdu, personne n'a voulu le lire. Il y a eu 10 exemplaires de vendus. C'était vraiment. Voilà, il a été refusé par Gaston Gallimard. Et franchement, c'est dans les années 60, 70 qu'on a commencé à aduler voilà, Marcel Proust. Donc ça, c'est le lot quotidien de tous les avant-gardistes, peut-être, de tous les précurseurs, de tous ceux qui pensent un temps en avant, mais aussi peut-être, voilà, quand est-ce que c'est synchro, hein, quand est-ce que voilà, c'est cohérent. Après, j'ai envie de dire, bon là, il faut quand même y aller, hein, parce que je crois que l'incohérence, elle est quand même flagrante, quand même, enfin, objectivement. Nous vivons quand même dans un monde assez incohérent de toutes parts. Et c'est même difficile, ça nous rend tous un peu schizophrènes. Enfin, voilà, on ne sait pas très bien comment faire. Et tout ce dont on est en train de vous raconter, ça parle certainement de tout ça, en fait, au final. Enfin, il me semble. Donc c'est vraiment un message plutôt d'aller vers, hein, d'avoir envie. Et il y a déjà, je pense, c'est une accumulation aussi d'expériences, de pratiques. Hein. Je pense que ça aussi, John Trunto et tous les autres qui parlent du care depuis fort longtemps, mais qui aussi s'engagent hein, à leur manière, c'est aussi de dire c'est faire. C'est practice. Et faire, ça veut dire aussi tester, ça veut dire aussi échouer, rater, et ça veut dire recommencer, et ça veut dire avancer, et ça veut dire faire avec. C'est aussi ça, je pense. C'est aussi peut-être la démesure d'être seul, fort, voilà, dans l'adversité. C'est aussi peut-être apprendre à être moins dans la compète, dans la compétition, parce qu'on est quand même dans un mode, je pense, un peu survie, quoi, de survivor permanent. Et la coopération, bah ouais, c'est peut-être aussi renoncer
Donc là, c'est pas être amiche forcément, mais c'est renoncer peut-être, renoncer un peu. Ou en tous les cas, voilà, faire réfléchir, quoi. Hein. Donc ça me paraît assez important à travers tout ce qu'on a pu développer comme piste. Je passe la parole à Alexis. Juste une phrase. Hein. Non, parce qu'on dit toujours choisir, c'est renoncer, mais renoncer, c'est choisir. Et donc c'est pas un truc passif ou négatif. Donc justement, il y a quelque chose aussi, en fait, où on devient acteur de ce qu'on a envie de faire, quoi, tout simplement. Oui, merci beaucoup pour tout ça. Du coup, comme le temps passe, je vais sauter un petit peu, moi, mon ordre du jour, parce que j'avais une trame, une matrice, mais qui vient d'exploser, évidemment. Mais il y a des choses absolument passionnantes, et surtout, le temps passe très vite. Simplement pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, et puis essayer d'ouvrir sur une forme de conclusion qu'on va faire ensemble, là, maintenant. Vous allez voir, j'ai un peu tordu, peut-être... ce que je pensais aborder ensemble, mais vous avez déjà balayé énormément de sujets. On vient d'apprendre, pour certains, en tout cas moi, qu'il y avait effectivement des rivières ou des forêts qui avaient des personnalités morales dans certains pays. Il y a même dans certains pays Ouais, ouais, mais du coup, il existe aussi dans certains pays des entreprises qui ont des personnalités morales. Et c'est dingue, et juridique. C'est complètement fou. Et voilà. Et donc, le vivant, le non-vivant. Et du coup, effectivement, sur le non-vivant, moi, je trouve, je suis pas sûr de saisir tous les enjeux de ce que ça représente. Les implications, mais l'idée me semble tellement lumineuse. Ça me faisait penser effectivement au non-vivant et la manière dont on entretient dans nos sociétés contemporaines, occidentales principalement, la relation non-vivant, aux morts, qui est quand même très intéressante. Voilà. Et nous sommes entre le boulevard et le cimetière, et donc nous avons le côté cimetière derrière. On pourrait effectivement s'y intéresser. Et donc c'est assez intéressant, parce que c'est aussi une relation alors à la mesure et au temps. Manolita, tu as employé le terme de démesure. Alors évidemment, moi, quand on parle de design tout à l'heure, améliorer l'habitabilité du monde, en fait, c'est pas du design est un malentendu, vous l'aurez tous compris, il s'agit d'architecture intérieure, et non pas de démesure, mais de surmesure. Et c'est bien ça la question et l'enjeu ici. Et donc le rapport entre industrie et artisanat qui nous renvoie effectivement à cette notion de temps, la temporalité. Donc l'immédiateté, la rapidité. On a bien vu que c'est ça qui nous empêchait de faire attention aux détails, parce que les détails, on ne les voit pas passer. Et finalement, contrairement à ce que semblait penser un certain homme politique, le détail est d'importance. Hein. Vous vous souvenez, les jeunes gens qui sont là ne peuvent plus s'en souvenir, mais effectivement, il y a certains détails qui ont du mal à passer. Je pensais aussi à cette question du temps. Effectivement, dans le domaine de la santé, on parle des patients toujours. Hein. Les patients, celui qui attend et qui subit. Attendre et subir. Et donc, je voulais peut-être qu'on essaie de conclure, parce que finalement, on essaie de penser à travers cette notion de care, mais qui finalement, on l'a vu, n'est qu'un outil, est une idée, mais parmi d'autres, qui elle-même se superpose à d'autres idées qui ont déjà été pensées, qui ont déjà été exprimées, qui ont déjà été dessinées, qui ont déjà été imaginées. Et encore une fois, merci Aurélien pour la réalité des imaginaires, c'est vrai, on les vit à plein. Est-ce que, moi je me pose toujours la question du soin, de l'attention, de la bienveillance, dans l'éducation et dans l'enseignement. Alors tout à l'heure Manolita l'a évoqué évidemment rapidement, cette question de la charrette. Finalement, vous le savez, vous êtes étudiants tous ici, aussi nombreux que vous êtes, on n'apprend bien que dans la souffrance, vous le savez, et puis dans une temporalité très contrainte, et des contraintes que l'on subit. Voilà.
Et finalement, est-ce que voilà, le CAIR, ici à Camando, mais ailleurs aussi, on est tous profs, on a tous été étudiants, parce qu'on est étudiant, on est prof aujourd'hui. Et comment devient-on prof? C'est en étant étudiant. Enfin bon, c'est un cercle vicieux ou vertueux, on ne sait pas. Mais le CAIR dans tout ça, entre bienveillance et exigence, où ça se situe? Est-ce que vous avez quelque chose à en dire qui pourrait être une forme de conclusion? Parce que finalement, vous avez beaucoup parlé de manière d'être au monde, on a beaucoup parlé, alors là je ne vais pas me mêler moi de ce qui ne me regarde pas et de ce que je ne maîtrise pas, hein, mais beaucoup de phénoménologie finalement, hein, voilà. Est-ce que ce phénomène-là qui est le nôtre, qui est quand même assez essentiel, de la transmission, de la pédagogie, de conduire les autres vers, est-ce que ça peut se faire dans l'attention à l'autre, l'attention aux détails? Manolita d'abord, mais pas trop longtemps Manolita, parce qu'il est tard, c'est aussi pour qu'on puisse rentrer tous, prendre soin de nos proches. C'est quand même dur ça, cette question pour finir. C'est un peu, comme dirait ma fille adolescente, c'est gênant. C'est gênant, maman. Alors c'est gênant. Comment dire? Non, mais sans beauté en touche, je pense que la question finalement, il y a une notion, il y a des notions qu'on a quand même vraiment évacuées là dans l'éthique du CAIR. Je m'en rends compte maintenant. C'est bon, d'une part la question de la vulnérabilité. Bon, on peut choisir, on peut renoncer et choisir quand on en a les moyens. Parfois, on ne peut pas choisir. On n'a pas le choix parce qu'on est déjà très bas. Voilà. Donc ça déjà, il faut faire attention. Je voulais juste le dire quand même parce que sinon je dormirais pas bien ce soir. Donc il y a la question, enfin voilà, de justice sociale, hein, aussi d'équité, je crois aussi. Il faut quand même clairement dire qu'il y a un projet aussi politique. Hein. Joan Tunto, voilà, a écrit Who Cares, et qui est un projet finalement d'amélioration de la société démocratique américaine, car elle pense que la société démocratique est en crise. Voilà, qu'il y a quand même un souci. Et la crise sanitaire mondiale a quand même amplifié, montré, dévoilé quand même des problématiques de soins qui n'étaient pas que sanitaires, mais voilà, là aussi on a un petit peu, voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs que le CAIR est arrivé en France, hein, où tout le monde a fait « Take care, prends soin de toi, prends soin de toi ». Sous-entendu, comme aux États-Unis, prends soin de toi parce que personne d'autre prendra soin de toi à ta place. Hein. N'oublie pas, c'est toi là qui dois t'occuper de toi-même. Self-care. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne nos étudiants, il y a une autre notion, c'est être capacitaire dans le fait de recevoir du soin. Enfin, justement, chez Joan Tunto, elle évoque les différentes étapes du soin. Et je vais le dire très, très vite, c'est que dans cette relation entre celui qui donne le soin, hein, le caregiver, et celui qui reçoit le soin, care receiver, ce qui est important finalement, c'est rendre l'autre autonome, rendre l'autre capacitaire. Cette notion d'être capacitaire, d'être autonome. Pour moi, en réalité, quand on parle par exemple dans le champ de l'éducation, de la pédagogie, mais enfin, il me semble quand même que l'objectif, c'est de rendre l'autre autonome, de le rendre capacitaire. Aurélien s'étouffe quand je dis ça. Je ne sais pas ce que ça signifie. J'attends. Voilà. Il y a une arête de poisson qui est mal passée. C'est de rendre autonome, c'est de rendre capacitaire. Et ça me paraît essentiel et plus important que ces termes de bienveillance. Parce que quoi, c'est quoi l'inverse de bienveillant quand même? C'est malveillant. Enfin, de quoi on est en train de parler, quoi? Enfin, si enseigner, c'est être... Enfin, si on n'est pas bienveillant, c'est-à-dire qu'on est malveillant, je sais pas, c'est comme un médecin qui serait malveillant, ou je sais pas, une nourrice qui serait malveillante. Enfin, ça s'appelle de la maltraitance. Enfin, on parle de quoi, là? Donc, ces histoires de bienveillance, moi, je les reliais à un moment donné, comme aussi, à nouveau, remettre peut-être l'enseignement dans la sphère, justement, des émotions, des sentiments, enfin, de l'empathie, de la compassion. Et là, à chaque fois, je dis attention. Attention, attention de ne pas tout mélanger, attention de ne pas, finalement, masquer, hein, finalement, ce qu'est le cœur du travail
et de la relation, de l'être à l'autre. C'est-à-dire, ce qui est difficile pour des enseignants aujourd'hui, partout, hein, école publique, privée, c'est, excusez-moi, c'est un enseignement de masse. C'est comme le design industriel, en fait. Enfin, il y a les meubles Ikea, ça y est, je le dis. Et puis, il y a l'enseignement Ikea aussi. C'est-à-dire que la négation, en fait, de parcours singulier, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable, entre guillemets. Ces fameux récits dont tu parlais. Judith Butler, encore une fois, je suis une femme, tu veux bien, Aurélien, pour parler du récit de soi. Judith Butler, non, parce qu'avec la collègue Laure Fernandez, on disait qu'on citait bien trop souvent des hommes qui pensent, mais moins des femmes. Voilà. Voilà, je l'ai dit. C'est que finalement, on est en train là de parler aussi d'une forme de massification, enfin d'industrialisation de l'enseignement. Et qu'en fait, on voit bien que c'est tendu, quoi, hein, pour le dire un peu familièrement, c'est tendu. Voilà, c'est comme à l'hôpital, c'est comme, voilà, dans tous ces... Là où sont les services, hein, d'accord, qui sont d'intérêt commun, hein. Finalement, tu parlais tout à l'heure des récits dans les entreprises, bah, c'est pareil, c'est des récits en fait, c'est des fictions, enfin voilà, finalement d'être inclusif, de ceci, de cela. Mais en fait, Joan Tsunto, elle le dit bien, quand on identifie les besoins réels des fameux usagers, hein, des care receivers, il faut mettre les ressources en fait en face, il faut mettre les moyens en face. Enfin, je veux dire, voilà. J'écoutais encore ce midi des soignants qui disaient, bah, en France, on a encore diminué le nombre de lits, on est à 5,8 lits pour 1000 habitants. En Allemagne, on est à plus de 8 lits. Et quand elle dit lit, c'est pas juste un matelas posé quelque part dans une salle. C'est les ressources humaines, les fameuses ressources humaines, qui est un fameux documentaire très fort, intéressant, instructif sur ce que sont les ressources humaines. Donc, la question, c'est les ressources qu'on met en face de cette attente de soins, de relations. Parce qu'en fait, les enseignants, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les apprenants, voilà, les apprenants, en fait, la question, c'est les apprenants attendent aussi cette relation de soins. Elle n'est pas univoque, hein, d'accord ? Et puis, parfois, il y a des étudiants là, que j'ai en prépa qui sont face à moi. Comme je leur dis, vous me parlez de bienveillance, mais soyez aussi bienveillants avec moi, s'il vous plaît. Moi aussi, je suis un être humain. Mais ouais, je vous assure, en tant qu'enseignant, que je suis un être humain. Et en fait, il y a aussi parfois des effets comme ça, un peu terribles, en fait. Enfin, d'attente, de dissymétrie entre ce qu'on est capable de faire et voilà, de ce qui est. Et voilà, là, on parle des infirmiers. Pourquoi il y a moins de lits ? Parce qu'il y a une défection terrible des ressources humaines, hein, des infirmières qui ne veulent plus travailler parce que les conditions de travail sont dégradées, qu'elles ne peuvent pas bien faire leur boulot. Il y a la même chose dans l'éducation nationale. Il y avait un papier là dernièrement cette semaine dans Le Monde, même combat, des démissions massives d'enseignants, dont on dit que ce seront des métiers de passion, qu'on fait ça par vocation, qu'on aime ça plus que tout, ce qui est vrai, hein, ce qui est un vrai engagement, mais qui n'est pas non plus, on ne peut pas faire plus. Et je pense que pour les designers, c'est pareil. Hein, le designer a envie de créer pour l'espace commun, collectif, des choses chouettes pour que le monde soit habitable. Mais quand il s'agit d'espaces urbains, d'aménager une école, une crèche, si on ne lui donne pas les moyens, les ressources de le faire, bah, à un moment donné, il ne peut pas le faire. Donc, je pense aussi que c'est aussi... je vais faire un truc. C'est passer d'un monde finalement d'homo economicus à un monde d'homo empathicus. Voilà, empathicus. Empathique, mais au sens, pas la compassion. Faut s'en donner les moyens. Hein, la compassion, c'est pas juste regarder et dire « Oh, poverino, oh, le pauvre. Ah, mais non, mais je peux rien faire pour lui, en fait. » C'est vraiment de s'attaquer au cœur du problème. Et pour moi, c'est la valeur du care, la valeur du soin. C'est la valeur qui doit être au cœur de nos sociétés, là maintenant, contemporaines. Ce n'est pas la valeur money, dollar. C'est la valeur soin qui doit revenir au cœur de nos sociétés démocratiques. Parce qu'en fait, c'est un pari gagnant. C'est gagnant, en fait. C'est plus difficile
je pense, d'avoir des gens en fait finalement malheureux, en mal-être, enfin, alors peut-être que ça va bien pour certains, hein. Enfin voilà, que c'est un marché lucratif, toute cette marchandisation autour du care, hein, du well-being sous toutes ses formes, mais je veux dire, de manière globale, à l'échelle planétaire, mondialisée, hein, c'est aussi un vrai projet, je pense, qui donne de l'espoir, de l'espérance, parce que qui peut être gagnant. Donc c'est pas juste une alternative underground, c'est aussi comment on va faire, c'est résoudre en fait ces problèmes-là. Donc en termes d'éducation, pour moi, ni bienveillance ni exigence n'ont réellement de sens. Je crois que c'est la quête, c'est l'autonomisation, rendre capacitaire. Et quand on voit des jeunes diplômés, ce qui était notre cas la semaine dernière, et qu'on les voit comme, je ne sais plus qui a dit, ils sont lumineux, ils sont vivants, voilà, ça y est, ils y vont. Et bien, c'est que nous, enseignants, c'est la meilleure gratification, en fait, qu'on puisse nous faire. C'est une reconnaissance aussi symbolique importante. C'est qu'ils sont autonomes, ils sont capacitaires. Et c'est ça qui est le plus important. La question, c'est à quel prix ? Tu as le tien. Oui, c'est pas le mien. Oui, ah ben j'y fais très attention. Toujours, je suis un grand sensible. Oui, bah oui, empathique. Non, mais c'est, enfin, bref, c'est un autre sujet. Oui, bah, enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, hein, capacitaire, autonome. Tout à l'heure, tu citais Socrate sur l'enseignement de Socrate sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire, etc. Et Socrate, c'est un maïeuticien, enfin, comme ça qu'il se définit. Et alors, je sais pas si je suis maïeuticien moi-même, hein, mais en tout cas, je tends à. Je dirais que oui, en tout cas, la pédagogie, le care dans la pédagogie, le souci à l'autre, il se manifeste aussi par un souci d'accompagnement. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas là pour former ou dresser ou contrôler, même si enseigner, c'est d'abord répéter, souvent. Euh, donc, il y a peut-être un peu de dressage, quand même, tout de même. Mais voilà, à la marge. Sinon, c'est quand même plutôt. Enfin, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire la meilleure des récompenses pour un enseignant, c'est de voir un étudiant accomplir son projet de diplôme et l'accomplir en étant satisfait en fait de son projet de diplôme. Et c'est vrai que du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'attention aux détails et toutes ces choses-là, bah, finalement, cet accompagnement, il passe par ça aussi. C'est-à-dire que il passe par être attentif aux spécificités, aux attentions en fait des étudiants qu'on a en face de nous. Et je sais pas, enfin moi c'est plutôt d'ailleurs du coup recherche-action, expérience personnelle. C'est plutôt de l'ordre de voilà éveiller la curiosité en fait. C'est le truc de l'éveil. Après ça c'est aussi lié peut-être à mes études de philo où la philosophie ça commence avec alors, ça dépend comment on traduit, mais l'éveil, le scandale, ça dépend des traductions. Peu importe, mais c'est l'idée que en fait quand je dis la philo, ça commence avec l'éveil ou avec le scandale, c'est qu'en fait, le monde, il commence avec le fait d'y être attentif. C'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs, c'est Heidegger, je crois, qui dit ça, c'est que les objets, en fait, ils nous apparaissent quand ils sont en panne. Parce qu'en fait, la plupart du temps, en fait, ils sont dans les franges de nos perceptions. Voilà, et c'est vrai pour les gens, hein. C'est pas que les objets. Est-ce qui se souvient des personnes qu'ils ont croisées ce matin en sortant de chez eux, en allant à la boulangerie, en prenant le métro? En fait, personne. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'existent pas. Et donc, essayer de sensibiliser, du coup, en fait, à l'attention. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qu'on croise dans la rue, c'est d'autres êtres humains. Quoi qu'en ait dit Descartes. Hein, c'est peut-être des automates infiniment parfaits, c'est vrai, des robots. Voilà. Mais on peut aussi être un peu confiant et se dire que peut-être qu'en fait Manolita est un être humain, que Alexis est un être humain. Oui, mais
voilà, moi je reste sur l'idée que vous êtes tous des êtres humains et que c'est plus intéressant comme ça en fait. Et que c'est peut-être ça la question. C'est-à-dire comment l'habitabilité, c'est aussi comment on fait un monde intéressant. Euh, un auteur moi, que j'aime beaucoup, qui est Bachelard, justement, il explique que la matérialité, elle est dit intéressante, dit pas intéressante au départ. Elle le devient parce que justement on la charge d'affectivité. Et le dur, le mou, le chaud, le froid, en fait, en soi, ça n'a pas de qualité. C'est parce que justement on va le charger d'émotions, d'imaginaire, d'affection, que bah, on va aimer le chaud parce que en fait c'est régressif, c'est réconfortant, voilà. Et il y a plein d'expressions en français. Je sais pas, la première qui me vient, c'est le regard de braise. Il n'y a pas de braise dans le regard, en fait. Hein, dans la grande ours, il n'y a pas d'ours non plus. Mais pourtant, c'est ce qui nous permet de comprendre au sens de percevoir la voûte céleste que d'avoir mis des ours dans le ciel, enfin, entre autres animaux. Et pareil pour les regards de braise, c'est d'attiser le regard, d'attiser tout ça, c'est ce qui rend le monde intéressant. Et d'une certaine, si conclusion il doit y avoir à notre conversation, bah, voilà, ce care dans la pédagogie, c'est peut-être voilà l'éveil à cet intérêt qui fait que le monde devient habitable, intéressant, questionnant, etc., etc. Voilà. Hop. Merci à vous deux, merci beaucoup, merci infiniment. Alors, vous me pardonnerez, mais on va laisser là. Je vous signale deux messages de Charlotte Poupon, qui est toujours là en ligne, et qui nous dit que les étudiants aussi soient bienveillants entre eux. Plutôt, voilà, un message peut-être à peine subliminal, et puis elle nous dit non, rectification, les enseignants ne sont pas des êtres humains. Ce sont des super-héros. La preuve, on n'a jamais vu un prof et Batman dans la même salle de classe. Et donc on terminera sur cette touche d'humour, puisqu'on est parti dans la Voie lactée entre-temps, avec les super-héros que sont les profs. Donc merci Charlotte pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si on n'en a pas, on va pouvoir couper là. Ça fait 2 heures qu'on discute. Ça passe vite, hein. Voilà, quand les esprits sont là, la bienveillance et l'attention, hein, et voilà, on est en plein dans le spiritisme. Merci infiniment à vous deux, c'était très riche et merci.